Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Ouais, Cherno, je crois que tu avais une idée pour le titre de l'épisode ? Oui, avec les comics qu'on doit chroniquer, tu vois, comme on avait les quatre couleurs jaune, bleu, gris, blanc, je me suis dit, mais j'ai une idée depuis 15 jours. Franchement, avec les couleurs primaires, comme ça, on peut faire des super trucs. Et c'est quoi ton idée de titre ? Les quadricolores. Ah ouais, d'accord. Bouya ! Bonjour à tous et bienvenue dans Comics Outcast. Vous qui entrez à bord du vaisseau Hypersensas, voici votre podcast sur la bande dessinée américaine. Je suis Mata Perdumatic et aujourd'hui je serai votre pantone vivant dans ce voyage coloré plein de comics. Malheureusement, l'un d'entre nous n'a pas pu nous apporter toute sa passion. On pense fort à Matt Satonaka qui nous écoute avec ses Doliprane et autres vitamines. Avec moi, j'ai tout de même une équipe remarquable. Elle choisit ses comics avec une extrême précision et ne regrette jamais ses choix. C'est bien simple, elle est si fière de son comics qu'elle s'en est inspirée. Aujourd'hui, nous ne sommes plus français, nous sommes cherniens et cherniennes. Inclinez-vous devant Cherno. Bonsoir. Comment tu vas, Cherno ? Eh ben, ça va très bien. Voilà. Ouais. Effectivement, j'assume mes choix de comics. Voilà, je ne sais pas si tout le monde les assume, mais moi, oui. Alors, pour te connaître un peu plus, c'est quoi ta couleur préférée ? Le vert. Le vert ? Oh, quelle étonnante surprise. Ouais. Et sans spoiler, tu vas nous parler de quoi ce soir ? Ah, sans spoiler, je vais vous parler de bleu, je vais vous parler de jaune, et quand on mélange les deux, ça fait du vert. Tout est lié. Tout est lié, et je vais également vous parler de dinosaures, alors ça peut être vert ou gris selon... Et je vais aussi vous parler... Ouais, je vais surtout rajouter du sel à tout ça. D'accord. Nous, on aime beaucoup le sel. Ouais. C'est ce qui fait un peu Ça notre sera un peu salé, ouais. renommée. On adore ça. Depuis peu, il est un peu le showman de chaque émission, capable de parler de toutes les langues, dont le russe. La légende raconte qu'il est capable de nous sortir des comics tout droit venus des enfers. C'est Mathieu. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Comment tu vas, Mathieu ? Ça va super bien. Ouais. Ouais, très bien. Content d'être avec vous, même si y a un absent. Ça, malheureusement, On pourra rien y faire. les aléas du direct, même si nous ne sommes pas vraiment en direct. Ta couleur préférée ? Le vert aussi. D'accord, c'est moins pratique. Un complot. Ouais, voilà. Je suis désolé. Faut le dire, Ouais. faut le dire. On demandera à Matt Satonaka si c'est vraiment le vert et on aurait pu faire une petite collab sympathique. Et tu vas nous parler de quoi ce soir ? Ce soir, je vais vous parler de quoi je vais vous parler ? Je vais vous parler de métal Ouais. et de métal gris. Voilà. De Metal Gris. On aime beaucoup. Bonjour aussi donc aux patronautes qui nous écoutent en live et qui nous écoutent aussi donc en live sur le Discord et qui nous écoutent aussi en podcast. On remercie aussi le Studio 17 de nous accueillir dans son humble demeure. Et je pense qu'on peut se lancer. Comics Podcast numéro 244. C'est parti. On va passer tout de suite aux reviews. Qu'est-ce que c'est que les reviews ? Chacun de nos chroniqueurs a choisi un comics. Il peut être récent ou un tout petit peu plus vieux. On en lit les 3 premières issues, ou numéros en français. On l'analyse, on en discute et on vous convainc par la suite de débourser vos jolies pièces d'or. On dit d'ailleurs que l'argent ne rend pas le bonheur. Le vrai bonheur, c'est le pouvoir. Pas vrai, Cherno ? Le vrai pouvoir. Le vrai pouvoir, oui. Donc, c'est moi qui commence. Absolument. Ouais. Je t'ai pris en traître. Ouais, j'ai vu ça. Vous voyez, ils nous font des feintes comme ça. C'est pas du direct, mais il faut qu'on improvise beaucoup. Alors moi, je vais vous parler de One World Under Doom. Alors lui aussi, c'est un personnage un peu vert, mais il y a peut-être une thématique. One World Under Doom, on en est à la 3e issue qui est parue très récemment. On doit ça à Ryan North et RB, alors j'arrive plus à relire mes notes, RB Silva. Voilà, ça y est. Je vous avais dit qu'elles étaient impossibles à lire mes notes. Mais surtout à l'histoire Ryan North. Donc, de quoi ça parle ? De Dr Doom, bien sûr. Donc, il y a 6 mois, le Dr Doom est devenu le sorcier suprême. Et il a disparu en Latvérie. Voilà. On n'a plus entendu parler de lui. Et tout le monde se demande, mais est-ce que c'est le calme avant la tempête ? Parce que le gars, il devient le sorcier suprême, il prend ce titre à Doctor Strange, et il fait rien. Impossible. Donc il disparaît, et le comics commence lorsque Dr Doom fait un discours au monde entier. Évidemment. Voilà, rien que ça. Où là, justement, il déroule son plan.
Donc il se place au-dessus de tout et offre, alors, quelle grande générosité, offre au monde deux choses, deux grandes lois. Un, la guerre est interdite, c'est le Pax Victoris, donc plus aucune nation n'a le droit de se faire la guerre. Une nation qui fait la guerre est forcément hors la loi selon lui, et lui il est bien sûr au-dessus de tout ça. Et on prend soin des citoyens, corps et esprit, c'est-à-dire que chaque pays devra mettre en place ce qu'il faut pour l'éducation, les soins, mettre des hôpitaux, enfin que tout le monde ait accès à l'éducation et aux soins. Donc on se dit, bon, ouais, c'est plutôt bien en fait, ça ressemble pas à Dr Doom, c'est pas si mal finalement. Franchement, la dictature, c'est peut-être pas mal. Alors, ben justement. Et il conclut son discours par cette phrase « Doom is wisdom, power, prosperity, and only Doom can save you ». Alors je traduis, Doom est la sagesse, le pouvoir, Doom est la prospérité, et seul Doom peut vous sauver. Et ça va être un peu un truc récurrent pendant tout le comics. Donc là, il y a les Avengers, tous les 4 fantastiques, les super-héros qui se liguent et qui se disent « Bon, ok, il en Latverie, on va essayer de voir d'où il a fait son discours et puis on va le choper. » Et dans tout pendant toute leur enquête pour avancer, établir un plan, une stratégie, il se passe des choses et les héros vont se poser des questions justement. Mais est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien ce qu'il fait? Voilà. Il y a petite apparition aussi de Baron Zemo. Voilà. Alors lui, il prend exactement le même canal que Dr Doom, parce que pourquoi pas, pour parler à la Terre entière, pour dire oui, en fait, Hydra ne se plie pas, nous on n'en a rien à faire de toi, Dr Doom, et puis on fait ce qu'on veut et on va marcher sur la Latverie. Il marche sur la Latverie, et puis non, il refait un discours, le Baron Zemo, avec, en mettant presque une tape sur l'épaule à Dr Doom, annonce au monde entier, bah, finalement, Doom, il a raison depuis le début, et puis on s'allie à lui, etc. Et là, les super-héros, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Mais c'est quoi ce traquenard? Et effectivement, donc les héros arrivent, et ils comprennent pas trop ce qui se passe. Les puissants du monde se sont alliés à Doom, et ils ont beau utiliser leur pouvoir psychique de Scarlet Witch, par exemple, il n'y a pas de magie à l'œuvre, il n'y a rien. Ils essaient de comprendre comment tous les dirigeants du monde se sont alliés à Dr Doom et sont d'accord avec ça. Il a dû les manipuler, il a dû leur faire du chantage, etc. Même pas, rien du tout. Et il a réussi à se faire entendre de tous. Comment? Sous quels arguments? C'est ça qu'on va un peu découvrir. Donc les héros, donc ça se finit un peu sur cette troisième issue sur les héros qui vont se trouver des alliés improbables comme des super vilains, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Donc on voit arriver Mysterio, MODOK et tout ce petit monde veut savoir comment le Dr Doom a mis au pas. Voilà, tous les dirigeants pour être d'accord avec lui, pour se plier à ses règles. Parce qu'en fait, ces règles, elles ne sont pas déconnantes. Ne pas se faire la guerre, donner l'accès à tout. On se dit, après tout, pourquoi pas. Et en parallèle de ça, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, ça a été un discours. Il y a deux choses que j'ai trouvées très intéressantes. Ça a été un échange entre Valeria, donc la fille de Mr. et Mrs. Fantastic, qui parle à son parrain. Et à un moment donné, elle va le voir et puis elle lui dit, bon, nous deux, on se ment pas, on a cette relation comme ça, donc vas-y, dis-moi, c'est quoi ton histoire? Qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, elle va le voir en cachette de ses parents. Et il lui explique, et il arrive à la retourner aussi. Enfin, on imagine qu'il arrive à la retourner. En tout cas, il a son oreille, et elle entend ses arguments. Et ce qui s'est passé, donc là, ce qui est intéressant, c'est ce discours qu'il tient, son argumentaire, qui est comme très, très fasciste, de dire je suis au-dessus du pouvoir, c'est moi qui vais vous sauver, patati patata. Il critique justement, on découvre qu'en fait il avait tué le baron Zemo, qu'il l'a remplacé par un cyborg, et il dit mais ok, mais j'ai tué un nazi, et c'est pas bien les nazis. Alors, tout le monde est d'accord avec ça, c'est pas bien les nazis, mais qu'est-ce que tu fais toi? Et tous les échanges qu'il a après avec les héros, avec Valeria, etc., c'est justement pour critiquer la mise en place du fascisme, et en même temps il nous fait une magnifique démonstration de comment on met en place le fascisme, et donc comment il a retourné les dirigeants du monde, pas en les menaçant, pas en les manipulant, pas avec simplement il leur a dit ok, qu'est-ce que tu veux du pouvoir, tu veux de l'argent, tu veux des femmes, qu'est-ce que tu veux, et il a juste exaucé leurs souhaits.
Donc en fait, si les gens se sont ralliés à lui, c'est un peu la conclusion, ce n'est pas par magie ou par trick ou quoi que ce soit, c'est la nature humaine. Donc beaucoup de débats qu'on pourrait avoir là-dessus. On voit bien ce que ça dénonce. Voilà. Après, ça n'apporte pas grand-chose d'un point de vue super-héros. Je pense qu'on est plus sur 3 issues qui veulent passer du message. Parce que sur le plan super slip pur et dur, voilà, on n'apprend pas de nouvelles facettes de Docteur Doom. Docteur Doom veut être le maître du monde et puis il utilise du pouvoir, de la magie ou autre pour y arriver. Rien d'étonnant, ça n'a rien de nouveau. Les super-héros qui comprennent pas la manipulation ou le tricks qu'il a mis en place pour ça et qui finissent par découvrir le poteau rose, il n'y a rien de nouveau non plus. Donc d'un point de vue super-héros, ça n'apporte rien. Voilà, c'est là où j'étais un peu déçue. Je dis mais ok, mais quel intérêt, voilà, est-ce que j'apprends quelque chose de plus sur Docteur Doom ? Pas du tout, je n'apprends rien. Et est-ce que tu as l'impression que ça va évoluer dans ce sens-là ? Parce que comme tu dis, il y a cette histoire avec la fille des 4 Fantastiques. Est-ce que tu n'as pas l'impression que ça peut aller dans le bon sens ? Je sais pas. Pour l'instant, ça va pas trop dans le bon sens. Et limite, les super-héros passent. Alors, bien sûr, il y a retournement d'opinion publique. Hein. Évidemment. Les super-héros passent pour les méchants, puisque comment ça, vous voulez empêcher que je mette en place un monde juste et beau et magnifique, etc. Donc, on a toutes les mécaniques de la mise en place d'un État totalitaire. Donc, bon, moi, je vais être curieuse de lire la suite, de voir comment Valeria a pris ces informations, parce qu'effectivement, Docteur Doom l'écoute, il a beaucoup de respect envers elle, voilà. Donc ça peut tourner bien. De toute façon, c'est un truc de super-héros, ça va bien tourner. Hein. Je pense pas que Doom va y arriver, mais c'est intéressant. L'autre chose qui est intéressante, c'est le Dino Doom. Ça, je suis désolée, c'est un peu, il y a quand même. Voilà, sur le dessin est très classique. Alors, pour moi, il est efficace. C'est un dessin qui est efficace, qui marche bien, qui est propre. Voilà. Et à un moment donné, il y a une scène incroyable où Docteur Doom il arrive en chevauchant un T-Rex mécanique. Enfin, un T-Rex façon Docteur Doom, quoi, vert et acier. Ça, j'ai ouvert la page, j'ai dit waouh, ok, on en est là. Alors, et ça, c'était rigolo quand même. Je crois que c'est un vrai Doom. C'est un Doom T-Rex, mais parce qu'en fait, à un moment, on a une. Il y a eu plusieurs variantes. Ouais, mais dans la série Fantastic Four, la dernière, ils sont allés dans une planète où ils étaient tous dinos. Et donc, il y a ce parallèle-là où c'était tous des dinosaures. Et donc, tu avais un Doom qui était un T-Rex. Ah, cool, j'avais pas le lien. Donc, en fait, c'est juste un autre Doom, techniquement. C'est pas vraiment un. Je sais pas. Oui, c'est très vite évacué. Voilà, c'est évacué. Ils nous sortent le dino un peu comme les Power Rangers nous sortent leur dernière transformation. Et puis, en fin d'épisode. Et puis, voilà. Donc, voilà. Donc, sur le point super-héros pur, personnage, ça n'apporte pas grand-chose. Hein. C'est du Docteur Doom qui fait du Docteur Doom. C'est les super-héros qui sont là. Oh, mais que fait-il ? Il faut aller le contrer. Bon, voilà. Mais sur le discours et les échanges du sujet qui est un peu d'actualité, si je peux dire, ça reste intéressant. Et voilà, big up au Dino Doom que j'ai trouvé quand même assez classe. Je me suis dit, mais à la fois, c'est fascinant, je me fatigue avec mes choix de comics, et en même temps, je trouve ça cool. Si je dis pas de bêtises, c'est aussi un gros event Marvel, ouais, c'est ça ? Très long, ouais. Je crois qu'il fait 9 issues, donc d'accord. C'est quand même très long. Et ça touche aussi d'autres séries ou pas ? Il y a des tie-in de partout. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Donc toi, Mathieu, t'en as pensé quoi ? Alors, donc moi j'ai pris ça au début comme un énième event Marvel, comme il y en a beaucoup. Mais celui-là, visiblement, peut peut-être avoir un peu plus d'impact vu que c'est quand même très long comme série. J'ai pas du tout été perdu, malgré que je suis pas du tout la continuité de Marvel actuellement, enfin aucune série. Non, l'histoire est autoporteuse. Ouais, c'est ça. Et limite, on se croirait un peu dans un Elseworld où Doom a pris le pouvoir, ouais. Tu vois, donc non, sinon, ça fait plaisir. Il y a du nazi qui se fait buter, donc. Ouais, on apprécie toujours. Petite pensée pour XT. et moi, ce que je retiens aussi, donc comme toi, c'est le chouette dialogue qu'il y a entre Doom et sa filleule, quoi. Où ça parle d'anarchie, de totalitarisme et tout, et c'est plutôt intéressant. Je trouve que c'est pris d'un point de vue un peu différent. Ouais, ça marche avec cette nouvelle narration. Alors pas si nouvelle maintenant, mais maintenant les méchants, on les écoute. Avant les méchants, ils étaient juste méchants, et puis on se posait pas de questions. Maintenant, on écoute le point de vue des méchants. On fait des films, des comics sur les origin story des méchants pour essayer de comprendre un peu leur psychologie. Ils sont plus tout noirs, ils deviennent
très gris et navigue dans ces zones. Et là, on montre que le mal peut être séduisant dans ce comics. Et on laisse la parole à Dr. Doom pour qu'il explique ces trucs. Mais voilà, comme dans plein d'autres productions, maintenant, il y a cette nouvelle narration du méchant. On va aller l'écouter. Mais c'est vrai que c'est moins bête que ça pourrait, que ça pourrait avoir l'air, quoi. Ah oui. Sinon, au niveau des personnages, il n'y a personne vraiment qui sort du lot. Au niveau des Avengers, on voit non, c'est ils ont un chacun groupe de une super-héros. ils ont chacun une phrase comme ça. La deuxième issue, je l'ai trouvé un peu mieux avec qui est centré sur les 4 Fantastiques pour le coup, qui tente un truc contre Doom, où je vais pas dire ce que c'est, mais il arrive quand même à un événement assez lourd de conséquences pour un des 4 personnages. J'ai trouvé que Doom, il est vraiment cheaté. Déjà, c'est le sorcier suprême. Mais ouais, voilà, c'est ça. Déjà que c'est Dr. Doom, mais en plus. Dès qu'il se passe un truc, hop, il arrive en 2 secondes sur son dino magique en plus. Donc ça, c'est je sais pas, je trouve que c'est un peu dans la surenchère. Parce que la fin de la 3e issue, il y a l'arrivée d'un encore plus grand opposant pour lui, quoi. On se demande où ils vont s'arrêter, je trouve. Au niveau des dessins, c'est assez classique, c'est efficace et plutôt joli. Mais je trouve que les couleurs sont plutôt chouettes, notamment au niveau des pouvoirs de Doom, où il y a des verts avec des couleurs un peu psychédéliques et tout. Je trouve que c'est pas si mal. Et il y a des cases aussi où les personnages sont vus en ombre, en fait. Je sais pas si tu vois. Oui, tout à fait. Où on voit le décor et tout, mais les personnages sont vraiment juste en silhouette et ça rend plutôt pas mal. Ça fait un bon rendu. Donc pour moi, c'est un peu long, peut-être 9 issues, mais j'ai quand même un peu envie de savoir pareil. ce qui se trame. Ouais, comme je suis curieuse de voir ce que ça va donner. C'est pas mauvais. Pour moi, ça n'apporte rien de nouveau d'un point de vue super-héros, mais moi, j'ai envie de voir où ça va. Ouais, je vais pas me jeter sur les issues à leur sortie, tu vois, mais bon, lire peut-être le relier à la fin ou quelque chose comme ça. On va voir quelle branche ça prend. Ouais, voilà. Parce que finalement, dans le fond, en fait, c'est quand même vachement. Ça vous parle. Enfin, ça parle parle un peu, même si c'est un peu grossier. C'est écrit de façon un peu grossière. Voilà. Est-ce qu'on en a pas un petit peu besoin aussi de quelque chose peut-être moins. Revenir au basique, oui. Redire que les nazis, c'est des méchants. C'est pas mal, hein. Je pense que ça peut être pas mal. Hein. Appeler un nazi, ça peut être. C'est déjà peut-être un gros step aujourd'hui. Hein. Et puis à voir aussi si ça aura des conséquences sur le statu quo Marvel après cet event, quoi. Parce que 9 issues, ça fait 9 mois quasiment à peu plus près. qu'un event même, hein, parce que 9 issues, c'est très long quand même. Ouais, c'est 9 mois, 9 mois de domination de Doom, et ça implique d'autres séries. Ouais, parce qu'à la fin, il y a un résumé où il y a toutes les séries qui sortent, alors il y en a... il y en a plusieurs. Les focus qu'on a, c'est 6 issues à chaque fois à peu près, donc... Oui, donc 9, c'est 9, c'est quand même... Ça commence à être pas mal. Ok, donc un event Marvel qui commence... tranquillement, c'est pas décevant, mais c'est même plutôt surprenant, on va dire, sur le fond, mais c'est pas non plus révolutionnaire. On attend de voir. Exactement. On va passer à la seconde review avec toi, Mathieu. Eh bien, oui. Une différente forme de pouvoir cette fois, un petit côté mystique, un petit côté magique. C'est ça. Exactement. Je vais vous parler de FML, donc qui est pas le nom d'un rappeur autotuné qui viendrait de sortir que Matt Satonaka aurait beaucoup aimé. C'est donc une série en 8 issues publiée chez Dark Horse. Au scénario, il y a Kelly Sue DeConnick, qui est connu pour Beach Planet, et un plutôt long run sur Captain Marvel, et aussi plus récemment sur Wonder Woman Historia. Ok. Voilà, qu'on avait beaucoup aimé. Qui avait beaucoup plu ici. Voilà, donc sur Captain Marvel, elle avait travaillé avec le dessinateur qu'on retrouve ici, David Lopez. Aux couleurs, on a Chris Peters, et au lettrage, Clayton Coles. Donc le début du comics nous fait faire la connaissance de Riley, un jeune ado fan de métal et de sorcellerie, et de ses 3 amis, Savvy, qui est une espèce de punk aux cheveux verts, Glory, qui est constamment habillée en sorcière, et sa mère Patty, qui est pareil, une ancienne Riot Girl qui avait un groupe de punk quand elle était jeune, qui est devenue autrice de BD, et une petite sœur un peu gothique, enfin carrément gothique même, à tendance un peu pyromane.
Donc du coup, on fait la connaissance de ces 3 ados qui vivent leur vie entre le lycée, les répétitions de leur groupe de métal. Et elles accueillent dans leur groupe une quatrième adolescente qui est un peu plus réservée, qui est un peu genre l'intello de la classe, entre guillemets, quoi, qui s'avérera avoir son importance pour plus tard. Donc, à la fin de la première issue, les 3 ados, elles font passer une sorte de rite d'initiation à leur nouvelle amie qui s'appelle Lydia. Et en fait, pour ces rites d'initiation, chaque ami ramène un objet, en fait, et il s'inspire de cet objet pour raconter une histoire en rapport avec des sorcières. Donc la première ramène un sachet de dents, et ils inventent une légende, enfin une histoire à propos de ça. Riley, elle, a ramené un fanzine que sa mère faisait quand elle était jeune, en fait, où dedans ils lisent une légende sur 2 sœurs, en fait, qui ont vendu un peu leur âme au diable pour devenir des chanteuses incroyables et des danseuses incroyables. Sauf que le démon, en fait, avec qui elles ont pactisé, les oblige, en fait, ça les oblige à danser et chanter jusqu'à ce que genre elles saignent de la gorge et la plante des pieds, quoi. Enfin, donc du coup, elles décident de se tuer dans la légende, ce qui met fin un peu à la malédiction. Et à la suite de dans le fanzine, il y a une espèce d'incantation qui est écrite dans le fanzine avec un cercle, je sais plus, un pentacle. Un pentacle, ouais. Voilà. Et donc ils mettent en place l'incantation. Voilà, c'est la fin de la première issue. Et dans la deuxième, fin de la première issue, le lendemain, en fait, de cette soirée-là, Riley se réveille, en fait, et se regarde dans la glace, et c'est devenu un espèce de monstre poilu qui fait 2 mètres, avec des grosses griffes à la place des mains. Et donc là, c'est la fin de la première issue. Dans la deuxième issue, on a alors pendant que visiblement le fait que Riley soit un monstre, absolument personne le relève, enfin personne n'en parle ni rien. C'est un ado, c'est la puberté. Ouais, c'est ça, oui, c'est une allégorie un peu de ça, mais quand même, quand ils en parlent, ils savent bien qu'elle fait 2 mètres qu'il fait 2 mètres et qu'il a des poils, quoi. Donc, mais la deuxième issue, elle se concentre surtout sur l'histoire de la maman, en fait, qui est une mère surmenée un peu au bord de la crise de nerfs, quoi. Et donc on découvre, il lui arrive un espèce d'accident un peu inattendu qui nous fait du coup, on part sur ses 3 pires souvenirs de sa vie, en fait, et dont un où une des membres de son groupe, un peu avant qu'elle ait l'occasion de percer, en fait, dans un festival, je sais plus, une des membres du groupe est retrouvée assassinée, en fait. Donc, et donc depuis ce temps-là, Patty et ses amis de l'époque se réunissent pour mener l'enquête, en fait, pour retrouver le meurtrier de leur ami. Et la fin de l'issue, donc on apprend que le meurtrier avait un grain de beauté sur la joue, et à la fin de l'issue, on a un homme qui arrive à Portland, parce que ça se passe à Portland, je n'ai pas précisé, et qui arrive à Portland, et on voit le grain de beauté sur la joue. Donc voilà, 3e issue, les 2 histoires se rejoignent un petit peu. Enfin voilà, ça mêle un peu les 2 intrigues. Je vais pas en dire beaucoup plus pour pas spoiler. Alors moi, ce que j'en ai pensé, donc c'est plutôt un comics qui est orienté young adulte, hein, quand même. Enfin, okay. mais qui se lit, moi je trouve sans déplaisir. Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi un peu horreur, un peu notamment dû à la première issue, ou pas? Non, pas tellement. Graphique, pour l'instant, c'était un peu annoncé comme un comics d'horreur, mais c'est vraiment très léger, quoi. C'est non, ça touche pour l'instant à la sorcellerie, mais il n'y a pas de truc horrifique à proprement parler, quoi. Je savais même pas que c'était présenté comme un comics d'horreur. Ben si, sur la page de Dark Horse, il me semble qu'il disait ça. Enfin, donc je trouve que c'est plutôt sympa à suivre. Moi, ce que j'ai bien aimé, en fait, c'est donc il y a différents styles graphiques, en fait, dans la BD. Il y a le style graphique qui raconte l'histoire, qui est un style un peu cartoon avec des couleurs un peu flashy.
Donc ça, c'est mêlé aussi au croquis que fait Riley, parce que lui aussi dessine dans un petit carnet. Ok. Et c'est aussi mêlé au dessin que fait la maman, en fait, qui est autrice de BD. Du coup, les dessins illustrent parfois des pensées ou des phrases qu'ils ont pu avoir. Quand la mère, par exemple, découvre que son fils est devenu un monstre de 2 mètres, elle lui dit mais qu'est-ce que tu veux que je fasse qu'est-ce que tu veux que je fasse pour ça, quoi. Et donc là, hop, il y a un cut et on voit dessiner par la maman, donc avec son dessin bien à elle. Elle explique sa philosophie. En fait, elle dit moi, les choses sur lesquelles je peux agir, c'est qu'il soit à l'heure à l'école, mais qu'il fasse 2 mètres et qu'il ait des poils, ça, je peux rien y faire, en fait, quoi. Ok. Donc voilà, elle explique un peu les choses comme ça. Et donc dans la 3e issue, quand les 2 histoires se croisent, en fait, les dessins de Riley interviennent aussi dans les dessins de sa maman, en fait. Donc ça fait un mélange un peu graphique qui est plutôt rigolo. Et donc le dessin, c'est aussi un bon point du comics. Ouais, moi je trouve. Et puis, alors les couleurs peuvent paraître un peu flashy, mais moi je trouve que ça colle parfaitement. Alors on est d'accord qu'il a fait remplir en rose, remplir en vert. Mais c'est pas embêtant. Les décors sont en option, mais ça gêne pas du tout. Et vraiment le processus de mélanger les différents styles, je trouve que ça apporte vraiment un truc. Il y a un suspense qui est plutôt bien mené. La fin de la 3e issue nous envoie sur un truc sûrement un peu policier. J'ai l'impression. Ok. Et donc voilà, moi à la fin de chaque issue, il y a des petits bonus en fait qui sont vachement sympas, où il y a des jeux, des petits mots fléchés, il y a un numéro du fanzine de la maman, justement. Il y a des petits top 5 les meilleurs batteurs de métal de l'histoire. Il y a 5 choses qu'un des personnages sait sur les animaux. Alors elle connaît plein de trucs sur les ours polaires, en fait, ce personnage. Et donc les 4 premiers trucs, c'est des petites anecdotes sur les ours polaires. Et le 5e, c'est que les cils, Les cils. comment ils s'appellent Les phoques. Les phoques sont des gros connards, en fait. Ce sont des D'accord. gros connards de l'Antarctique. Donc voilà, non, c'est assez marrant. On s'attache plutôt bien au personnage, je trouve, surtout à la maman qui est absolument débordée et qui essaye de mener sa barque comme elle peut. Moi, j'ai bien aimé. Je sais pas ce que... Ouais, Charles, Chardo en a qu'est-ce que t'en as pensé? Je te rejoins. Moi, j'ai bien aimé au début, au tout début du comics, il y a la présentation des ados dans une classe et chacun a son identité bien marquée. Et je me dis, quand tu dessines une BD, ça doit être hyper chiant de faire que chaque personnage, même des personnages secondaires ou même tertiaires, enfin des personnages que tu vois jamais, d'aller faire au détail chacun d'eux. Normalement, quand tu dessines une foule ou une classe, ils sont un peu tous pareils, un peu tous là. Tu vois vraiment, t'as le gothique, t'as le machin, tu peux tous les identifier. Donc ça, je trouvais qu'il y a un très bon effort au niveau du dessin. Comme tu disais, le fait de mélanger les styles. Le fluo, il est bien dosé. Ouais. C'est ce que j'ai noté, c'est ce que tu disais aussi. Le fluo, ça marche. Mais quand on commence à dessiner, vu que c'est joli, que ça met de la lumière, on a tendance à en foutre partout et c'est dégueulasse. Là, c'est vraiment mis avec parcimonie, comme il faut. Donc c'est maîtrisé pour moi. Le dessin, il est maîtrisé. Les différents styles d'avoir mélangé, tu vois qu'ils savent ce qu'ils font. Ça, il n'y a pas de souci. Donc moi, très, très, très fan du dessin, des détails. Voilà. J'ai trouvé intéressant qu'il mélange plusieurs tropes scénaristiques un peu connues. Donc j'ai noté le fait de faire de la magie pour jouer, et puis en fait, il se passe des trucs. L'ado qui se transforme, on l'a déjà vu aussi. Si on pense à Teen Wolf, si on pense à ça existe depuis longtemps. Je fais un dessin et puis le dessin prend vie, ça aussi, on l'a vu dans d'autres trucs. Et là, ils se sont dit, vous voulez quoi? Et c'est une sorte de best-of de tous les trucs de l'adolescence. Ouais. Ils disent, vous voulez quoi? On va tout mettre. Donc j'ai trouvé intéressant d'arriver à le mélanger aussi bien. Ouais, c'est ça, parce que ça fonctionne en fait. Et oui, ça fonctionne. Quand on Totalement. regarde le détail, on se dit, ah bah oui, mais ça, on le voit comme ci, on le voit comme ça. Je citais Teen Wolf et même d'autres exemples. On avait eu Alerte Rouge il n'y a pas si longtemps, l'ado qui se transforme en un gros truc poilu. C'est trop bien, Alerte Rouge. Ouais. C'est vraiment trop bien. Et du coup, là, on se dit, mais on voit plein de choses, tout est mélangé, et ça marche. Et le dessin est cool. Ouais, sans qu'il y en ait trop, quoi. C'est ça.
Donc, par contre, je suis un peu plus sceptique sur la suite. Comme tu dis, ça a l'air de s'ouvrir sur un truc policier. Et du coup, là, je me dis, mais je suis en train de lire quoi, en fait? Est-ce que je lis un truc sur la magie? Est-ce que je lis un truc sur des dessins qui prennent vie? Est-ce que je lis un truc... C'est ça qui me... Il y a aussi le truc de leur groupe de musique. Il y a une intrigue sur leur groupe de musique. Enfin, Oui, je veux dire, oui, mais qui a l'air secondaire, mais qui forcément va avoir un impact sur... Ah, parce que tu m'as vendu, Mathieu, ouais, ça va pas être sorcière. J'ai pas vu beaucoup de magie là pour l'instant. Non, il y a vraiment dans la première issue qui transforme Riley, mais après, c'est vrai qu'on n'en reparle pas tant que ça. Et puis surtout que ça n'a pas trop d'impact sur le reste. Il s'est transformé, vu et sans tape. Ouais, non. Ok. Et c'est en 8 issues, il me semble. Oui, d'accord. Il attend de se passer des choses. Ouais. Okay. Il y en a 4 de sortie actuellement. D'accord. Bon, bah écoutez, vous lirez la suite par curiosité? Oui, moi je pense pareil. Parce que quand j'aurai le temps. Je pense qu'une version VF, faudra attendre un petit peu, voir ce que ça va donner, mais Dark Horse, c'est souvent compliqué à traduire. Mais ok. C'est pas eux que les éditeurs vont traduire en premier. Non, il y a un petit éditeur indépendant qui pas très connu qui s'appelle Image qui fonctionne mieux. Mais ok, très bien. Bah écoutez, FML, je m'attendais pas à une telle chronique, je vais pas vous mentir, parce que je me suis dit au début, ouais, ça a l'air un petit peu bizarre. Tu doutais de mon choix, c'est ça? Pas du tout. Aucun doute sur ton choix, Mathieu. Aucun. Jamais. Bah c'est vrai que quand tu feuillettes, parce que moi j'aime bien d'abord, je regarde le dessin, je vois comment ça me parle. Quand tu feuillettes le truc, je dis, mais qu'est-ce que ça va être ce truc? Parce qu'il y a plusieurs styles, comme tu dis. Ouais. Comment tu passes de l'un à l'autre? Puis c'est quoi? C'est pourquoi il y a des mots fléchés à la fin? J'ai pas compris. Non, c'est vraiment bien articulé, quoi. Enfin, et en fait, faut lire et ça fonctionne super bien. Le côté fin, un peu mots fléchés ou anecdotes, de trucs de liste, ça me fait un peu penser à la fin des mangas. Ça met du lore. J'en lis pas mal, mais ça met du lore et puis ça met une sorte de recul aussi un peu sur un petit peu peut-être, mais nous ne sommes pas dans le bon. Je vous conseille de lire Manga Outcast qui est. Oula. Voilà. Je tiens à préciser à nos auditeurs que Cherno a sorti une tarte au citron meringuée et je crois qu'elle a une seule envie, c'est de croquer dedans. Qu'elle a posé sur ses notes. Exactement. Alors, mais peut-être que je vais à l'embêter. l'occasion, elle va me faire l'émission. Cherno, pour la peine, est-ce que tu veux nous parler de Magic en attendant, comme ça après t'as un peu de temps pour manger? Non. Ou alors je peux présenter vite fait Magic. Je vais essayer. Ça fait longtemps que je l'ai pas lu. Ok. Ok, donc notre troisième chronique, c'est la série donc Magic de Marvel, écrit par Ashley Allen et dessiné par Germán Peralta. Est-ce que vous savez qui a écrit quoi? Ouais. Mathieu, Alors, Mathieu a les infos. Alors Ashley Allen, elle a travaillé sur X-Men Blood Hunt Magic justement. Ok. Donc très récent. Et Germán, tu m'as pris juste quand j'avais un bonbon. Oui, bah oui. Tout le monde mange là. C'est une catastrophe. Germán Peralta a travaillé lui sur Moon Knight, Maestro et du Black Panther. D'accord, donc beaucoup de Marvel pour les deux. Ouais. Ok, donc c'est très bien. Donc Magic, c'est un ongoing. Il n'y a pas de numéro, il n'y a pas une numérotation qui est prévue, il n'y a pas une fin qui est prévue. On en parlera, c'est peut-être un point d'interrogation sur ce récit-là. À la couleur, on a Arthur Esli et au lettrage, on a Ariana Maher. Donc de quoi parle Magic? Donc Magic, elle va arriver dans un moment de sa vie où elle n'est plus en phase avec les X-Men. Pour elle, il faut agir. À un moment, elle voit à la télé, si je dis pas de bêtises, dites-moi si je dis des bêtises. À un moment à la télé, elle voit qu'il y a une série de meurtres, de disparitions même, qui se déroulent dans une ville random des États-Unis. On sait pas pourquoi. Et les X-Men n'ont pas prévu vraiment d'y aller alors que ce sont des mutants qui sont attaqués. Magic y va parce qu'elle en a marre, elle en peut plus. Faut qu'elle agisse parce qu'elle alors que c'était son anniversaire. Exactement, alors que c'était son anniversaire. Ouais. Ça c'est fort. Et en fait, elle va se rendre compte que ce sont des démons qui sont en train d'attaquer les mutants pour essayer d'ouvrir des sceaux magiques. 5 sceaux magiques. Et elle va faire la rencontre de Cal Isaacs. Cal Isaacs, vous ne le connaissez pas, personne ne le connaît, mais il s'avère qu'il a un talent inné pour la magie, parce que sa famille est étroitement liée à ces sceaux. En effet, sa famille avait pour but de protéger ces sceaux. Sauf que ils sont tous morts. Il reste que lui. Et lui, il connaît pas grand-chose à grand-chose, en fait. Il connaît pas... je crois qu'en plus, il l'apprend
que c'est sa mission de Oui, protéger. oui, ses vraiment, tout de suite, il est tout de suite mis dans le bain, quoi. Donc il a envie quand même de s'en occuper, mais en même temps, il n'a aucun talent. Les démons sont un peu vénères, on va pas se mentir. Graphiquement, ils sont un peu méchants. Et heureusement, Magic est là. On sent qu'elle a un peu de mal, parce qu'il y a quelque chose qui la retient. Parce que qu'est-ce qui la retient réellement? En fait, c'est son double maléfique. C'est double maléfique tout droit sorti des enfers, qui en fait, elle tente de se canaliser, de ne pas laisser passer ce double. Et pourtant, le Dark Shine. Child Ouais. L'enfant noir, Dark Child. l'enfant sombre. L'enfant sombre. Ça, c'est mieux. L'enfant des ténèbres. Exactement. Donc, dans les 2 premières issues, on va la voir essayer d'aller dans ces endroits où il y a certains sceaux et essayer de battre les démons qui tentent de détruire ces sceaux. Donc le premier, ça se déroule dans une sorte de cimetière, si je dis pas de bêtises. Le deuxième, c'est pendant un concert de rock, parce que la chanteuse guitariste est le démon, et en fait elle attire plein de mutants, parce que, je l'ai pas dit, mais pour ouvrir les sceaux il faut du sang de mutant, enfin en gros en fait il faut tuer du mutant. Et donc le démon de la deuxième issue attire notre Magic et tous les mutants pour essayer de s'en débarrasser. Ça ne fonctionne pas. Notre Magic parvient à se débarrasser du démon et arrive à la fin de l'issue 2 un trou béant qui apparaît juste en dessous de Magic et qui l'aspire. Cliffhanger, on arrive à l'issue 3. L'issue 3, qu'est-ce qui se passe? En fait, Magic rencontre en fait, le démon qui tente de s'échapper de base, qui s'appelle Liminal. Liminal, c'est un démon, il a d'apparence tout blanc, un peu comme si c'était une statue de marbre. Et son objectif, c'est de s'échapper, et il a missionné des démons pour pouvoir briser les sceaux. Et il a envoyé des démons aussi pour pouvoir briser les sceaux. Sauf que Magic, elle se retrouve dans sa réalité à lui. Elle est bloquée, elle ne peut pas vraiment utiliser son pouvoir, elle est très limitée. Et pendant toute l'issue, elle va tenter de s'échapper. Pendant que Liminal tente de la convaincre de rejoindre sa cause et de le libérer jusqu'au bout. Si je dis pas de bêtises, on va avoir dans cette issue plein d'easter eggs, notamment sur aussi bien des X-Men comme Kitty Pryde, si je dis pas de bêtises. Kitty Pryde, mais du côté obscur. Du côté obscur. Ouais. On a aussi ses premiers démons de son enfance qui réapparaissent. Bref, plein de petites choses comme ça. Et on va en fait petit à petit faire de l'exposition sur qui est Liminal, quelle est sa mentalité, comment il pense, qu'est-ce qu'il a vraiment envie d'avoir et comment il tient au respect finalement Magic, parce que c'est quand même un personnage important et qui peut lui permettre de s'évader parce qu'elle a le pouvoir nécessaire. Et il lui raconte surtout son passé. Un passé où en fait c'est un enfant qui a été un peu comme dans Agatha. Je sais pas si on avait parlé de la série Agatha, où en fait Agatha se servait d'un rituel pour se nourrir des autres sorcières. Et bien là dans Magic, le personnage de Liminal en fait a été capturé par des sorcières pour qu'ils se nourrissent en gros de lui. C'est ça à peu près. C'est ça. Et ensuite, on est sur la fin où en fait, je crois que elle fait un pacte avec Magic. Là, vous allez pouvoir m'aider parce que je l'ai plus vraiment en tête. Il la renvoie sur Terre en fait, et elle a quelques semaines, je crois, pour réussir à empêcher l'arrivée de Liminal en fait. Tcherno, t'as d'autres. Non, c'est ça. C'est ça, ouais. C'est ça. Bon, après, sur l'histoire, c'est plutôt bien résumé. Moi, j'ai pas trop aimé. Parce que justement, en termes d'histoire... Alors, je vais dire ce que j'ai aimé. On va commencer par là, parce que ce que j'ai aimé. Ça présente un monde magique de façon différente. C'est différent de ce qu'on a pu voir dans Scarlet Witch, etc. Le fait qu'il est saut, le fait qu'elle bascule par un portail, le Liminal qui est tout blanc comme le marbre, tout ça. J'ai bien aimé que ça présente les choses différemment. J'ai aimé aussi le dessin. Le dessin, les couleurs, même comment le démon Liminal est représenté, comme tu dis, en blanc albâtre, ça ressort très très bien sur les pages. Je dis ouais, ça c'est classe.
Maintenant, sur l'histoire, mais en fait, on est sur une histoire de Jedi pour moi. Enfin, elle bascule entre le côté obscur ou le côté de la Force. En plus, elle a une épée lumineuse. Hein, ça fait son sabre laser. Et c'est que ça où il y a le côté démon. Vas-y, viens me rejoindre de mon côté. Et cet autre, donc ça pour moi, ça, il y a le côté Jedi et il y a le côté supernatural avec les démons de son enfance qui reviennent. Et puis finalement, est-ce qu'elle a pas un peu le démon en elle, patati patata. Je dis, voilà, ça, voilà, ça m'a un peu fait pouffer en lisant. Voilà. Mais le dessin restait agréable. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Ouais, moi j'ai trouvé ça basique de chez basique, quoi. Enfin, je connais pas trop le personnage, donc je connais pas son histoire et tout ça. Mais donc histoire basique, dessin. Alors moi je les ai pas trouvé plus exceptionnels que ça. Et par contre les covers sont absolument immondes. Elles sont immondes. Alors, les covers, ouais, au début, je me suis dit, mais qui a fait ces covers C'est un immondes en enfer. plus, les covers de la flemme, je sais pas si certains dessinent ici, mais quand vous faites une pose où la nana est en avant, souvent des femmes avec les attributs féminins bien en avant et les bras levés derrière, alors c'est bien, ça permet de ne pas dessiner les mains. Et c'est toujours très. Non, mais c'est vrai, c'est des vraies astuces vrai. comme ça. Tu fais une Chiant à pose un peu lancinante comme ça, tu ne dessines pas les mains. Et en plus, avec des vêtements amples, moulants mais qui retombent, comme ça, tu dessines le début de la forme de la jambe et tu fais surtout pas l'autre côté, comme ça, tu te plantes pas. J'ai dit, mais c'est quoi cette feignantise ? Et j'ai compris que c'était. En lisant à la suite, quand j'ai cherché, mais qui est le cover artiste ? En plus, c'est des couleurs nulles. Mais non, il n'y a rien. Mais en fait, on pouvait pas postuler, mais soumettre des dessins pour la cover. C'était pas forcément des artistes. Mauvaise idée. Bah, Du en coup. fait, ça Très serait. mauvaise idée. Ça pourrait être une mauvaise idée si c'était une seule issue. Le problème, c'est que c'est la cover pour l'instant des 4 premières issues et c'est C'est insupportable. ça. en fait. Donc ils ont soumis ça, ils ont proposé à certaines personnes de faire les covers, Ok. qui les ont faites. Et effectivement, j'ai trouvé que c'était. Alors, immonde, non, mais débutant, Oui, ouais. non, Je me dis, mais c'est pas des gens dont c'est le métier qui font ça quand même. Débutant, vieillot même, hein, je trouve. Ouais, hein, ça, oui, mettre oui. vraiment. Vraiment passé, quoi. Ouais, c'est ça. C'est la rendre magique un peu comme si c'était une bimbo. Enfin, ça a aucun. Enfin, l'issue en elle-même, c'est censé normalement te vendre le produit. Et Moi, je voyais des covers de Witchblade. Bah, c'est ça, Oh. c'est exactement ça. C'était du je Witchblade. trouve que c'est le dessinateur de Witchblade. Peut-être. Et on ne le peut-être. sait pas. Donc moi, ouais, j'ai trouvé que ça va vraiment à une vitesse folle, quoi. Enfin, elle tombe sur les démons vraiment en 2 secondes. C'est limite si elle a pas un GPS qui l'emmène directement au bon endroit. Ouais, tu mais on vois. n'a pas le time. C'est un... Ah oui, non, mais pourtant c'est une ongoing. Ils auraient pu prendre un peu de ongoing. temps, quoi. Mais donc le face-à-face de la 3e issue est plutôt intéressant avec un joli dialogue je trouve entre les deux. Qui montre le côté obscur. Bah oui, c'est ça en fait, c'est ce que tu disais. En plus, elle a Star une Wars. épée qui brille. À un moment donné. Mais non, ça en restera pas dans les annales pour moi. Je me demande même si l'absence de Matt ce soir est pas due à son choix de. Moi, je crois qu'il a fait exprès de pas venir parce C'est ça. qu'il assumait pas son choix de chronique. Ouais, je pense Exactement. aussi. Ouais. Je pense aussi. Il y a de Voilà, grandes il chances. faudra qu'il revienne la prochaine fois pour défendre ses arguments. Moi, Voilà. je trouve vraiment le design de Liminal vraiment très chouette, comme tu Ouais. Oui. disais, Charno, c'est vraiment le J'ai un peu pensé à Gore, là, le tueur de Dieu Exactement. dans Thor. Thor, Ça. c'est ça. Mais le problème, c'est que Bah, il aurait dû Ouais. faire les covers aussi. Ouais. ouais, voilà. Non, plus sérieusement, je comprends pas trop ce twist scénaristique, mais qui existe aussi dans plein d'autres œuvres, hein, qui est le méchant à la main. Le méchant est au-dessus de tout le monde, mais on va quand même lui donner une chance de se faire avoir. Genre, vraiment, le deal avec Magic, à la fin de l'issue 3, c'est tente de m'arrêter. Ouais. Sauf que je suis en mode genre, tu peux terminer en fait l'aventure là tout de suite là. Je veux dire, tes démons ils peuvent le faire. S'il y a plus personne pour t'arrêter, il y a plus personne. Enfin, je veux dire, Tu te demandes quel est son intérêt à lui en fait dans l'histoire. quoi. exactement. Et j'avoue ne pas trop comprendre. Si, bah, parce qu'il se sent proche d'elle en fait, parce qu'ils se ressemblent vachement au final en fait. Enfin, Bah, elle est le Ils ont eu Dark des- Child. ils ont eu lui, des il veut enfances faire émerger traumas le et truc, tout, quoi. je pense. Bah, je veux dire, Mais c'est pour moi ça m'a un peu sorti. Ouais. Même si je trouvais l'issue 3 qui, comme tu disais, c'est un peu le début de vraiment le lancement de la série, parce que les 2 premiers sont poussifs. ouais. Totalement. Le deuxième sur le côté un peu musique n'apporte rien, c'est pas très intéressant. Mais vraiment la 3e issue était la plus intéressante, et pourtant c'est pas si intéressant que ça non plus. Donc Oui. moi j'attends de voir la suite parce que je continuerai à lire par curiosité, mais le personnage de Kalizak, c'est
pas très intéressant non plus, il est quasi presque insupportable. Tu lui dis de faire un truc, il le fait pas, et évidemment ça dégénère. Enfin, c'est des tropes de scénarios qui sont vus et revus et qui rend un peu le truc un peu poussif, alors qu'il n'y a pas grand chose déjà à sauver dans la série. Ouais. Bah, moi, je continuerai pas. Moi non plus. Bah, écoutez, je vous dirai si c'est bien ou pas. Il y a la 4e issue qui est sortie. On je l'ai demandera pas à Matt encore lu. s'il continuera, lui. Oui, on lui demandera. Et il nous écoute même pas en direct en plus. Le fourbe. J'espère qu'il se repose bien en tout cas. Oui. Bisous. Eh bien, on a fini avec tout ce qu'on a fini sur les reviews. Sur les Donc, on va pouvoir passer à l'étape d'après. Et c'est moi qui appuie aussi sur les boutons. Donc, let's go. Je vous parlais tout à l'heure de nos chers patronautes. En effet, vous pouvez nous soutenir via Patreon, une plateforme de financement participatif ouvert à tous. Ainsi, vous aider à alimenter financièrement le vaisseau Hypersensas, notre collectif de podcasts plus variés les uns que les autres. Nous avons le Défaussé pour les jeux de société, nous avons aussi le Contrecast pour les sujets de pop culture et bien d'autres joyeusetés. Et on remercie donc nos patronautes, la légende Yagbar, ainsi que Pimps, Lionel et Fanny, Gigoz, Perchak, Calounette et Zéphiriel. Merci à vous tous, merci à tous nos éditeurs aussi, tous nos patronautes, de nous aider à continuer d'explorer tous ces univers. Et si vous voulez rejoindre l'équipage, vaisseau Hypersensas sur patreon.com, le lien est dans la description. Je pense qu'on est prêt. Déjà, je tenais à vous remercier pour ces reviews. C'était fort alléchant. J'espère que vous êtes prêts pour la suite. Parce que là, on va passer à un florilège de couleurs avec notre focus. Alors, qu'est-ce que c'est le focus ? On choisit une œuvre terminée, on la lit entièrement et on vous spoil tout sans aucun remords. Aujourd'hui, pas une, pas deux, pas trois, pas 5, mais 4 œuvres Marvel. Et on s'embarque donc pour la série de récits anthologiques signés Jeff Lobb et Tim Sale. Je crois que j'ai bien dit Jeff Lobb. Au programme, Daredevil jaune, Captain America blanc, Spider-Man bleu et Hulk gris. Rien que ça. C'est ça. Les 4 couleurs primaires selon Cherno. Exact. Exactement. Selon Philippe Vendéli, ok. On commence par quoi ? Qui veut commencer ? Moi, je propose de ne pas commencer par Captain America. Déjà, 1, parce que c'est moi qui l'ai lu. Et 2, parce que je pense qu'il y a un petit twist marrant sur celui-là. Ok, bah, moi je peux commencer. Allons-y, Cherno. Tu Ouais. commences avec... Eh bien, je vais commencer avec... alors déjà, pour le contexte, j'ai pris Daredevil jaune et Spider-Man bleu. Alors, c'est pas une blague. Vert et bleu, ça fait vert. Bon, voilà. Wink, wink, Comme par la blague hasard. du début. J'ai Walex qui me dit le jaune supérieur à tout. On verra. Juste après. Eh ben, on verra. Alors, déjà, de quoi ça parle Donc, J'ai Daredevil commencé- jaune. Ouais, Daredevil jaune. On a Daredevil qui écrit une lettre à un amour perdu. Voilà, donc à Karen. Si vous suivez la série en ce moment, Daredevil Reborn, ou même si vous l'avez vu avant à la télé, vous connaissez les personnages. Donc c'est quand il monte son cabinet avec Foggy et avec Karen. Karen Page. Karen Page. Donc il écrit à Karen et donc il se passe des aventures. Donc toute aventure se passe en flashback et il y a en petite bulle à côté ce qu'il écrit. Et il revient sur comment il l'a rencontré, comment il en est tombé amoureux, comment ça s'est passé, quel méchant il a combattu en parallèle. Et notez bien ce que je dis là parce que je vais répéter exactement la même chose tout à l'heure. On va répéter 4 fois la même chose. Ouais, je pense qu'on va répéter 4 fois la même chose. Donc il parle à son amour perdu, il revient sur la naissance de l'amour. Donc c'est, il va, comment dire, c'est un peu délicat parce que là je suis pas en train de vous raconter, les auteurs sont pas en train de nous raconter Daredevil qui combat un méchant ou quoi que ce soit. Non, ils nous racontent comment il tombe amoureux et sur 6 issues qui sont maintenant regroupés dans un ouvrage, comment ils tombent amoureux. Donc c'est plusieurs petites choses. Ça va être comment ils ont recruté Karen, comment il y a eu cette rivalité avec Foggy qui lui aussi était amoureux d'elle, comment Karen, elle était en... Alors, je ne peux pas dire qu'elle est tombée amoureuse, mais elle était en admiration devant Daredevil, puis petit à petit elle se rapproche de Matt. Donc tout au fil des pages, on va avoir ces rapprochements, éloignements entre les personnages. Et de temps en temps, voilà, le super-héros, il met le costume et puis il va battre des méchants parce que c'est ça qui rythme tout. On va avoir droit à ce qu'il aurait voulu lui dire à ce moment-là. Tiens, quand on s'est rencontrés, j'aurais aimé te dire ça, mais j'ai pas pu.
ou à ce moment-là, mon cœur a eu un raté, mais tu ne le savais pas. Et donc, il revient vraiment sur des histoires qu'on connaît, mais avec son propre commentaire intérieur, des choses qui ne sont pas forcément dites habituellement dans les comics. Donc, j'ai trouvé très intéressant, très intimiste sur l'histoire. Bien sûr, elle a un destin tragique. Comme voilà, dans le truc, il dit. Je ne connais pas ce destin. Ah bah écoute. Je lirai avec grand plaisir. Ouais, à un moment donné, il dit voilà, maintenant tu es morte, tatati, tatata. Ah, donc bon, j'imagine je crois qu'elle est morte. qu'on est dans une version. Oui, overdose, il me semble. En tout cas, dans une des séries, elle meurt Oui, d'une overdose. oui, bien sûr. Dans cette version, en tout cas, elle est L'ancienne. morte et il s'adresse à elle. D'accord. Voilà. Donc ce qui n'a pas pu lui dire, leur histoire. Si je dis pas de bêtises, c'est aussi le trait commun des 3 autres séries. Et oui, c'est pour C'est-à-dire ça que que je disais, je vais répéter la même chose tout à l'heure. Donc c'est très intimiste, c'est très bien écrit et ça apporte, alors contrairement à ce que je vous disais au tout début, Doom Underworld qui n'apporte rien, Doctor Doom ou quoi, ici ça apporte quelque chose sur la psychologie du personnage, sur sa sensibilité en tout cas, sur ce qu'il aurait aimé dire, pas dire, son rapport avec son père. Ah, ça je l'ai pas dit, mais on parle beaucoup il parle beaucoup de son rapport avec son père, le fait que son père était un boxeur, qu'il voulait pas que son fils soit un boxeur illettré comme il dit. Est-ce que son père est fier de lui, ce genre de choses. À un moment, il dit mon père me manque, peut-être que des fois il me manque plus que toi, Karen, je ne sais pas trop. Et je trouve tout ça hyper intéressant, ça le rend tellement humain, accessible, normal. Et c'est rafraîchissant, on le voit, ça devient presque un peu cheveux dans la soupe quand il enfile son costume et tiens, je vais aller battre un hibou, ce genre de truc. On se dit mais qu'est-ce que ça vient foutre là? Et en fait non, ça vient complètement s'insinuer dans l'histoire d'amour avec Karen, son histoire d'amour, l'impact sur son amitié avec Foggy bien sûr. Donc voilà, moi je savais pas que Foggy dans la série on le devine un peu, mais je savais pas qu'il avait des vues sur Karen. Là dans le comic c'est très très bien dit. Et il n'y a pas vraiment de fin à cette histoire. C'est juste une lettre ouverte, mais qui est sur 6 issues. Et ça se termine par... ça se termine par le moment où, effectivement, il concrétise un peu avec Karen, où il est sur le point de concrétiser. Mais sa lettre, c'est juste qu'à un moment donné, il dit « Bon, voilà, je vais m'arrêter là, et c'est tout. Elle est morte, c'est fini. » Mais il a dit ce qu'il avait à dire. On a raconté leur rencontre. On nous a raconté leur rencontre, on nous a raconté ses relations, ce qu'il a ressenti à chaque fois. Donc ça, voilà, j'ai trouvé très très cool. Et si je peux basculer sur Spider-Man bleu, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc là, on a Peter Parker qui enregistre, lui, des cassettes. Voilà, c'est pas des lettres, il fallait que ce soit un peu original. Donc 6 cassettes, puisqu'il y a 6 issues. Donc chaque issue est une cassette qu'il enregistre à Gwen. Peter est marié avec MJ aujourd'hui, elle sait qu'il est Spider-Man, voilà, et il s'enferme dans son grenier pour enregistrer des cassettes à Gwen qu'elle n'écoutera jamais, mais pour justement lui dire tout ce qu'il n'a pas pu lui dire, comment il l'a rencontré, comment il en est tombé amoureux, comment il aurait pu ne pas en tomber amoureux. Ça s'est passé au moment où il rencontrait MJ et là j'ai préféré le bleu, je parlerai des dessins après. Sur l'histoire, j'ai vraiment préféré le Spider-Man bleu parce qu'il y a vraiment ce triangle amoureux. Alors c'est plus qu'un triangle, ils sont je sais pas combien là-dedans. Parce qu'à un moment donné, il rencontre Gwen, elle est avec un autre gars, puis il rencontre MJ, puis elle se met avec Harry Osborn, mais c'est comme ça qu'il tombe amoureux de Gwen, mais finalement voilà. Donc ça c'est un peu... c'est plus qu'un triangle amoureux et tout ça c'est raconté. Il y a des scènes fantastiques où à un moment donné il est blessé parce que il s'est battu contre un super vilain, mais ça bien sûr les gens ne le savent pas. Il est à l'hôpital et puis il a les 2 plus belles filles de la ville qui viennent le voir et qui sont après lui, qui minaudent et on se dit mais gars fais quelque chose en fait. Et lui il se dit juste mais non mais je veux me reposer et là il maudit les super vilains d'être dans un sale état. Mais voilà, donc il revient sur tous les moments clés de son histoire avec Gwen, avec son commentaire pareil en toile de fond comme Daredevil en disant à ce moment-là j'aurais voulu te dire si, à ce moment-là MJ ne savait pas ou voilà. Et je trouve très touchant à la fin, donc quand il finit d'enregistrer la sixième cassette, il y a MJ qui le surprend dans le grenier. Il dit mais t'étais là depuis longtemps? Oui, depuis assez longtemps. Il dit je suis désolée, nana. Elle dit non,
dis-lui juste bonjour de ma part et qu'elle me manque. Puisque Gwen et MJ dans cette histoire étaient très amis. Et j'ai trouvé ça hyper mignon. Enfin voilà, en termes d'histoire, j'ai préféré le Spider-Man bleu. Maintenant, sur le dessin. Je fais un parallèle entre les deux, je me permets. Le dessin de Tim Sale est extrêmement efficace sur moi. On est sur du comics vintage à l'ancienne. Et on est sur du comic vintage à l'ancienne avec des aplats de couleurs, des aquarelles, des encres et de belles doubles pages. Je sais pas comment dire, quand il y a des effets de flashback, il sait faire des nuances de gris, il sait faire des nuances de jaune pour le Daredevil. Esthétiquement, le Daredevil est supérieur. Je sais pas pourquoi il a changé, enfin, je pense qu'il a un peu adapté, mais je trouve que le Daredevil est sublime. Voilà. J'ai préféré l'histoire de Spider-Man parce que je trouvais plus sympathique. Enfin, c'est l'araignée sympa du quartier après tout. Mais esthétiquement, le Daredevil est supérieur. Je suis assez d'accord. Et puisque le bleu et le jaune, ça fait du vert, est-ce qu'on peut pas basculer sur Hulk ? Eh ben, tout à fait. Donc moi, je vais vous parler de Hulk gris, donc qui est le troisième. Je sais pas dans quel ordre c'est sorti à l'époque. Je crois que c'est jaune, bleu, gris, blanc. Ok, d'accord. Je dis ça au hasard. Donc là, ça nous raconte. Donc c'est Bruce Banner qui, en pleine nuit, rend visite à son psy, le docteur Samson, pour lui raconter un peu en fait son origin story en gros. C'est-à-dire comment il est devenu Hulk et raconter aussi ses premières interactions en tant que Hulk avec Betty Ross, la fille du général Ross. Donc voilà, toute l'histoire s'articule autour de ça. On voit en fait Hulk à un moment qui donc blesse Betty Ross sans faire exprès et qui donc après la kidnappe en fait pour essayer de la soigner. Donc voilà, ça nous raconte, enfin l'histoire c'est vraiment quelque chose qu'on connaît, c'est les débuts de Hulk et la traque du général Ross. Et on voit aussi se développer les fondements de l'amitié entre Hulk et Rick Jones, l'adolescent qui lui a fait avoir ses pouvoirs malencontreusement. Donc tout au long du comics, on suit la discussion, en fait, les didascalies, c'est la discussion en fait entre Banner et son psy. Donc c'est encore une autre façon de narrer l'histoire après les cassettes de Spider-Man et la lettre de Daredevil. Et ça marche plutôt bien. Donc ça commence en fait donc dans le bureau et c'est totalement en noir et blanc les premières pages dans le bureau, sauf quand le psy dit un truc qui chauffe un peu Hulk en fait. Ouais. Il a sa pupille qui devient verte et là ça tranche vachement dans le noir et blanc ça donne vraiment un super effet. On n'apprend rien sur Hulk là-dedans. Enfin, on essaye de comprendre pourquoi il est dans cet état-là, pourquoi il est si désabusé et puis il a l'air d'être clairement en dépression. Donc voilà, et il se rend compte au final en fait que ce qu'aimait Betty Ross chez lui, c'était son côté bestial qu'avait aussi le général Ross aussi en lui. Enfin voilà, elle aimait le côté bestial de ces deux hommes, donc voilà, ça le rend encore plus triste si c'était possible. Au niveau pour l'histoire, voilà, ça va pas beaucoup plus loin que ça. C'est hyper touchant. Il y a des scènes entre Hulk et Betty qui sont vraiment très touchantes, quoi. Donc il la retient prisonnière, et, un peu à la manière de King Kong en fait, avec Anne Darrow dans le film qui en haut de l'Empire State Building. Là, c'est vraiment, ça nous rappelle ça. Il est en haut d'une falaise et il la garde avec elle. Et en fait, Hulk passe constamment en fait d'un air qui paraît très fragile et très triste en fait face à elle, à un air complètement terrifiant quand il y a un truc qui lui plaît pas, quoi. Au niveau du dessin, c'est peut-être un peu plus brut que dans les deux autres dont vient de nous parler Charnot. Ouais, c'est un peu plus brut. C'est en rapport un peu avec le personnage, bien sûr. Il y a
beaucoup de noirs qui sont, enfin avec des noirs très profonds qui sont vraiment hyper beaux. Voilà, non. Pour en avoir lu 3 sur les 4, je viens de lire celui-là que je n'avais jamais lu et franchement il rentre je trouve au niveau des 2 autres que j'avais lus, donc Spider-Man et Daredevil. T'avais déjà une petite préférence Je préférais le Daredevil. Ouais. Et là vraiment Hulk, ouais, ça m'a vraiment mis une belle claque, surtout vraiment, enfin les dessins, je vous dis, enfin il y a des surtout les passages en noir et blanc qui sont vraiment incroyables avec des noirs, donc ouais, je disais hyper profonds et tout. D'ailleurs j'avais vu à l'expo Marvel à Angoulême, il y avait une des planches originales de cette BD là. D'accord. Ouais. Donc non, voilà. Donc moi, maintenant tu l'as chez toi, c'est ça? Ouais, je l'ai chouré. La base. Mais donc ouais, c'est dans la lignée, je trouve. C'est une histoire hyper tendre, hyper mélancolique. Et pour qui aime Hulk, c'est un truc à lire absolument, je pense. Et voilà. Enfin, je suis curieux de savoir comment était le blanc. Ouais, parce qu'en fait, Charno, toi, t'avais déjà lu le Hulk gris ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Ok. Pour information, donc Daredevil jaune, c'était en 2001. Okay. Daredevil bleu 2002, Hulk gris 2003 et Captain America blanc 2008. D'accord. Et donc c'est là qu'intervient le Captain America blanc. C'est moi qui l'ai lu, c'est moi. Et c'est assez drôle parce que je n'étais pas au courant du bleu, jaune et gris. C'est-à-dire, alors, quand je dis que j'ai pas été au courant, j'ai bien compris que vous le lisiez vous de votre côté, mais plus de quoi ça allait parler et quelle était la forme que ça allait prendre. Parce que le Captain America blanc, on commence. Donc ce sont les aventures de Captain America. Et en fait, Captain America s'adresse à Bucky Barnes. Il est mort, Bucky. Bah oui, après la guerre, pendant la guerre, il décède, Bucky Barnes, et on assiste. Donc là, c'est pas des enregistrements, c'est pas dévoilé exactement ce que c'est, mais on va dire que c'est un peu du style journal intime. Et donc, on va voir l'évolution de la relation entre Steve Rogers et James Barnes Buchanan, de leur relation, puisque tous les deux sont à l'armée. Ils arrivent et dans la première issue, on a surtout la rencontre de James Barnes Buchanan avec Captain America. C'est-à-dire que les deux sont amis, mais Steve Rogers entretient une identité secrète de Captain America. Alors déjà pour moi ça me paraît surprenant parce que c'est pas comme ça que je voyais le Captain America. C'est-à-dire que là il y a une sorte d'identité secrète au sein de l'armée. Steve Rogers est un soldat lambda, mais la nuit ou pour d'autres opérations spéciales, il devient Captain America. Mais genre il se dégonfle et puis après quand il est Captain America, il redevient costaud. À partir du moment où il met le masque, personne ne le reconnaît. D'accord. Alors c'est les lunettes de Clark Kent. Ouais, après bon là c'est un peu plus voyant parce qu'il y a depuis quand même les lunettes de Clark Kent, moi je dis plus rien sur les. Il a quand même un petit casque et autres, il est tout mignon, mais voilà. Et dans la première issue, on fait cette rencontre parce que Bucky alors c'est pas Bucky à ce moment-là, James Barnes Buchanan est complètement dingue de Captain America. Oh là là, qu'est-ce qu'il est fort, regarde le fanboy. Et à un moment, il rentre dans la tente de Steve Rogers sans sonner, sans toquer, sans faire quoi que ce soit, sans prévenir. Et qui est-ce qu'il voit dans la tente de Steve Rogers? Captain America. Et là, il fait le lien, il fait mais attends, mais t'es Captain America, wow, mais c'est incroyable, je suis fan de toi. Et à ce moment-là, il va lui dire j'ai plus envie de te quitter, faut qu'on reste ensemble parce que moi j'ai pas envie de rester tout seul et il faut que tu m'entraînes. Donc Captain America va entraîner James au combat, au corps à corps, à toutes ces choses, et il devient bon. Qu'est-ce qu'il devient bon? Il devient tellement bon que l'armée accepte qu'il soit un peu le sidekick de Captain America et qu'il devienne Bucky. Et donc Bucky a quand même un look un peu à la Robin. C'est quand même très drôle. Je vais essayer de montrer ça à mes petits camarades. Mais il a quand même un vrai look à la Robin. Et je pense qu'il y a même une ambiance un peu à la Robin. C'est-à-dire qu'en fait, pendant tout le long, on va avoir une mission secrète qui va les emmener au cœur de Paris. Au cœur de Paris pour aller chercher le Red Skull. Et cette mission, il va y avoir des hauts et des bas. Mais surtout, ça va jouer sur la relation entre Bucky Barnes et Captain America. Quelle relation de confiance ils ont? Est-ce que l'un peut exister sans l'autre? Et le problème, c'est que Captain America peut exister sans Bucky. Mais
Bucky n'est pas fait du même métal que Captain America, du même sérum, j'allais dire symbiote, pas du tout. Il n'est pas du fait même du même sérum. C'est-à-dire que Captain America a énormément donc Steve Rogers a énormément d'inquiétude concernant Bucky. Il n'est qu'un humain, il y a une erreur, ça peut se déjouer. Et le problème, c'est que Bucky est très jeune. Là, on est sur un adolescent de 15-16 ans, quoi. Un Robin, quoi. Mais un Robin. Le problème, c'est que si je dis pas de bêtises, Steve Rogers, il a cette apparence, mais il est pas beaucoup plus vieux non plus. C'est-à-dire qu'il doit avoir la vingtaine. Et pourtant, hop, le voilà. Regardez. Alors, regardez, on mettra, vous pouvez pas le voir, mais il a vraiment un look un peu enfantin. Je trouve un peu virevoltant puisqu'il est fin. Non, mais c'est Robin en fait. C'est Robin. Mais au lieu de la tenue verte Peter Pan, c'est du noir. Mais le reste, il y a le col en rouge, il y a le masque. C'est Robin. Il y a tout, c'est Robin. Et donc on va voir évoluer leurs aventures et surtout leurs relations dans ces aventures-là. Dès que Captain America va faire une remarque à Bucky, Bucky va mal le prendre. Va être un peu vexé. Il est un peu susceptible, Bucky. Un petit couple, quoi. Ouais, un petit couple. Okay. À un moment, ils sont en avion. L'avion est frappé par un projectile. Il tombe dans l'eau. Captain America est inconscient sous l'eau. Et c'est Bucky qui va le chercher. Et il lui décide donc, pour le sauver, de lui retirer le bouclier. Un bouclier qui a une valeur sentimentale parce que c'est le père Stark qui lui a offert, parce que c'est son seule arme en quelque sorte, puisque Captain America ne tue pas. Et donc il le relève, et quand Captain America se rend compte qu'il n'a plus son bouclier, Bucky se dit « Ah, il m'en veut. Ah, il m'en veut terriblement. Ah là là, j'ai perdu sa confiance. Qu'est-ce que je vais faire sans sa confiance ?» Donc voilà, et Captain America, il est en disant « Non, non, t'inquiète, c'est pas grave, frérot, merci. C'était vraiment sympa, tu m'as sauvé la vie, il fallait faire un choix. » Il fait « Oui, mais tu m'en veux, hein. Ah oui, ah, je le vois, ton regard. » Et tout le monde est un peu bizarre, parce que tout le monde est en train de se dire bah, « Non, il n'y a pas de souci, je vois pas de quoi tu parles. » Il s'avère qu'à un moment, dans une planche, Namor intervient pour juste rendre le bouclier se barrer. Il apparaît, il fait Imperius Rex et il rend et il se barre. Alors sur le coup, j'ai trouvé ça très drôle. Et de notre côté, je me dis mais ah oui, on n'a rien à foutre du scénario. Vraiment, on essaie d'avancer. Et on continue petit à petit. Ils arrivent en France et en France, ils font la rencontre d'un petit groupe qui s'appelle le Cirque de la Révolution. Oula. Incroyable. Non, mais de toute façon, je dirais pas que c'est le moins bon parce que j'ai pas lu les autres. Je dis juste qu'en termes de scénario pur, ça paraît un peu absurde. Donc le Cirque de la Révolution qui est dirigé par une femme qui s'appelle Marilyn, je crois, qui est ce qu'on appelle, enfin ce qu'il appelle une gypsy. Donc c'est une gitane. Une gitane. Et dans son groupe, il y a dans le groupe du Cirque de la Révolution, donc c'est Marilyn, dans le groupe du Cirque de la Révolution, on retrouve le mime, des jumeaux acrobates et ce qui deviendra plus tard Batroc. C'est un peu leur contact pour aller chercher le Red Skull au sein de Paris. Et donc on va faire la rencontre, sauf qu'il s'avère que Marilyn est quand même assez attirée par Captain America, assez impressionné. Il y a quand même ce discours de c'est les Français qui vont sauver la France et Captain America qui dit mais non, moi je suis là pour vous libérer. Donc il y a un petit discours un peu nationaliste, mais au final il y a une tension amoureuse qui se crée, mais d'un seul côté. Marilyn est attirée par Captain America. Bucky est là en disant elle est attirée par toi, tu devrais, parce que voilà. Et en fait on apprend que Captain America n'a jamais embrassé personne. C'est Steve Rogers et puceau, mais puceau dans tous les cadres, tout le domaine, tous les domaines. Et donc on va avancer petit à petit et Bucky hein, genre, elle en veut un petit peu quand même, faut y aller, et lui en mode bah non, j'ai pas très envie, etc. Il s'avère ce qui se passe, ils se sauvent l'un et l'autre mutuellement. À un moment, Bucky fait sa diva et décide d'aller affronter le Red Skull tout seul, ce qui il devient finalement la demoiselle en détresse à sauver. Et donc Captain America, n'écoutant que son courage et son cœur, va le récupérer et va essayer de le sauver. Évidemment, il y arrivera. Il finira par embrasser Marilyn. Je crois qu'il disait il arrivera par embrasser Bucky parce que non. Et c'est malheureusement ça. C'est-à-dire que l'histoire est pas passionnante sur le Red Skull, etc. En fait, on s'en fiche parce que c'est une histoire déjà racontée. Par contre, ce qui est
une approche étonnante, c'est vraiment cette relation entre Bucky et Captain America. Et moi, j'avais pas ce lien avec Spider-Man bleu, Daredevil jaune et Hulk gris. Et quand j'ai commencé à lire ça, je me suis dit, tiens, c'est étonnant, ça... Il y a une vibe très homosexuelle dans ce récit, déjà par leur design, déjà par... C'est Bucky son love interest. Enfin, pour moi, c'est assumé que c'est exactement ça. Et le problème, c'est que ça va pas plus loin que ça. Et on sait qu'il en parle bien après, une fois qu'il est réveillé de sa cryogénisation accidentelle, qui regrette la mort de Bucky, qu'il est complètement dévasté. Mais j'aurais aimé que ça aille un peu plus loin encore. Après, bon, c'est dans les limites de ce qui est possible, notamment vu que ça se passe en 40, etc. Mais je trouvais ça plutôt cool comme pied de nez de faire sur Captain America, alors qu'on aurait pu le faire sur Agent Carter, par exemple, qui est Enfin, je sais pas si à ce moment-là... Si, en 2008, Agent Carter existe déjà. Il y avait Agent Carter. Et le fait de l'avoir fait sur Bucky, je trouve ça vraiment intéressant, même si, on va pas se mentir, Bucky est un enfant et Captain America est un adulte. Oui. Donc il y a un petit souci d'équilibre sur ça. Néanmoins, la lecture était très chouette, c'était très joli. Tu parlais de Team Sale, surtout au niveau des couleurs, c'est des couleurs beaucoup plus chaudes parce que ça se déroule en pleine nuit, là, majoritairement des opérations spéciales. Donc il y a un mélange entre la chaleur de Bucky et on va dire des combats, et aussi la froideur on va dire de cette mission derrière les lignes allemandes. Il y a des doubles planches qui sont vraiment belles, et surtout je trouve que le dessin de Team Sale, notamment sur le Captain America, a quelque chose de très cartooniste, où on va vraiment avoir des corps ou des objets très disproportionnés vis-à-vis de la situation, des tanks qui sont totalement énormes, qui paraissent beaucoup plus gros et qui paraissent un peu comme si c'était un peu de la satire de journaux type The New Yorker, où vraiment on a l'impression que les Allemands ils sont très très méchants, et les comment ça s'appelle, les Américains sont un peu plus petits, et quand il va y avoir des moments de courage, ils vont être beaucoup plus imposants, mais c'est marqué dans le dessin et je trouve ça vraiment très chouette. Pour le coup, il y a un peu ça aussi dans Hulk, il y a des différences dans les proportions selon le contexte et les situations, il y a des choses qui changent. Il a vraiment adapté son dessin selon l'histoire de quel héros il faisait l'histoire, et je trouve ça vachement cool. Ouais. Et je trouve pareil, sur le Captain America, il y a des moments où le Captain America est beaucoup plus viril, alors avec viril dans l'histoire où il y a les mâchoires carrées, il est très costaud, et des moments où il enlève son masque, et avec Bucky, il est un peu plus fébrile, il est un peu plus calme, les traits sont un peu plus adoucis, et je pense qu'il y a une dynamique qui se forme où en fait on a vraiment ce sentiment de là il y a Captain America et là il y a Steve Rogers, et quand il y a les deux, Bucky est derrière. Mais par exemple il y a une petite j'ai vu ça comme un petit clin d'œil à un certain dessin de Rob Liefeld, ouais, avec le Captain America avec le torse ultra bombé, et là c'est exactement le cas, donc ça l'est moins, mais il y a vraiment ce délire de oh là là, regardez comme il est musclé, comme il est fort, il vient sauver Bucky, et évidemment Bucky il est super obligé de tomber amoureux, même moi je tombe amoureux de lui. Donc voilà, c'était un peu mon retour sur ce Captain America blanc. Je pense qu'il est peut-être un petit peu en dessous des trois autres, parce que finalement c'est Captain America. Je trouve que c'est pas le personnage le plus intéressant, on va dire, en profondeur réellement. Ça a toujours été un emblème de on ne tue pas, mais on est contre des nazis, un bon point dans la gueule et c'est bon. Alors oui, là encore, il y a plein de nazis. Il y a plein de nazis qui en prennent plein la gueule, donc ça on aime beaucoup. Toujours un bon point. Toujours un plaisir. Mais oui, comme tu dis, Captain America, c'est vraiment le symbole d'Amérique, et peut-être même, alors je vais peut-être aller un peu loin en disant ça, peut-être même de l'Amérique puritaine, dans la mesure où il est souvent présenté comme, on en rigole, hein, comme étant puceau, il a jamais embrassé une fille, il attend la bonne, il est amoureux d'une seule, tatati tatata. Même ça, je t'avoue que j'avoue que ça commence à m'agacer un peu, ce côté très, très conservateur, etc. Et le fait qu'il soit là un symbole qu'on veut pas entacher. Donc, et de faire une histoire romantique avec lui, c'était pas évident. Comme tu dis, la profondeur du personnage, mais avec Bucky, c'était intéressant de le faire. Je trouve que c'était couillu, si je peux me permettre. Ah oui, moi je trouve que ça l'est complètement. Ça prend à contre-pied en fait ce qu'on attend d'un comics Captain America, parce que il est plein de fois confronté à la jante féminine, et plusieurs fois il n'en a
aucun intérêt. Il passe complètement à côté, au point de se dire, bah en fait, ouais, il y a peut-être un truc aussi des deux sens entre Bucky et Captain. Là où Bucky est vraiment, il a une fascination tellement candide que en fait, c'est trop bien parce qu'on a vraiment le Captain America vraiment réservé à 2000% et un Bucky qui est surexcité, mais dans tous les sens du terme, quoi. Donc c'était vraiment chouette à lire. Après, on dit Captain America, je me dis ça, Captain America, il a pas une profondeur incroyable, etc. Mais Loeb est à l'écriture, s'il voulait lui donner de la profondeur, il pouvait. Il en a fait sur les autres. Donc c'est un peu mitigé. Ouais, voilà. Non, il y a des chances que ce soit le moins bon des 4. C'est le plus récent. Enfin, il a mis longtemps, en fait, je crois. Du coup, il y a combien d'écart entre... Ouais, il y a 5 ans d'écart entre le Hulk et le Captain America. Il avait perdu un peu le mojo, peut-être. Mais bon, malgré tout, il a quand même réussi à raconter 4 histoires d'amour un peu ultimes sur des personnages qu'on n'a pas tellement l'habitude... Enfin, ils ont des amours, mais là, vraiment, on parle que de ça. C'est des super arcs, je trouve. Ouais, on parle que de ça, et le reste est anecdotique. Enfin, c'est vraiment des super belles histoires d'amour. Même pour la 4e, visiblement, quoi. Pour la 4e, c'est... Alors, si un jour je vois une interview où il me dit non, c'est juste une bromance, je suis en train de lui dire... Ouais, moi aussi j'ai ce type de bromance, mais peut-être pas de la même manière, mais... mais voilà, je pense que c'est intéressant de commencer par Captain America pour ensuite remonter petit à petit. Après, en termes de qualité, le problème, c'est que Captain America est vraiment chouette à découvrir une fois que tu as lu les 3 premiers, parce que le twist apparaît à une certaine manière, tu fais ah ok. Tu fais le parallèle, ouais. Exactement. Et en vrai, c'est sympa. Mais ça va pas beaucoup plus loin que ça. Parce que si tu le lis en premier, tu vois peut-être pas le côté histoire d'amour. Exactement. Il faut le contextualiser avec les autres. Sauf qu'une fois que tu as compris que c'était une histoire d'amour, qu'est-ce que ça amène vraiment plus que loin, à part que c'est un couple qui ne s'assume pas, pas plus que ça, quoi. Il y a pas un moment où tu sens qu'ils peuvent être en danger, où ils peuvent franchir le pas, et finalement non, ça veut pas. Ça reste très sobre, et c'est un peu dommage, parce que si on voulait vraiment aller là-dedans, montre-moi de la fraternité, mais de la fraternité où ça se tient bien. Après, comme tu dis, c'était de toute façon, ce serait un peu malaisant qu'il se passe quelque chose. Comme tu dis, Bucky est un enfant dans l'histoire, donc de toute façon, c'est un peu mort. Et ça répond en revanche au cheap Captain America Bucky, mais qu'on voit quand on voit le Bucky représenté comme dans les films déjà ouais. Où tout le monde, où ce sont tous des hommes faits et bien adultes. Là, de toute façon, il se passait rien, et je pense que ça apportait justement de montrer la candeur de Bucky. Donc ouais, ça aurait été malaisant qu'il se passe quelque chose. Ouais, j'entends. Je comprends. Mais après, l'auteur aurait pu faire un Bucky adulte aussi. Bon, voilà. Je sais pas si pas assumé, je sais pas. Je sais pas si avant les films Captain America qui arrivent quand même plus tard que la sortie de ce Captain America blanc, si déjà dans les comics Bucky est un peu plus âgé dans le passé. Non, dans les vieilles publications, il est petit comme ça. Hein. Voilà. Et puis il est habillé comme tu nous l'as montré là. Ça va comme tu disais, ça fait très Robin. Hein. Mais le sidekick est un adolescent, parce que ça lui permet de s'identifier. S'identifier au héros, c'est inaccessible, parce qu'à l'époque, c'est ce genre de lecture qu'on a. Enfin, quand je dis sur les comics vintage, hein, pas quand celui-là est sorti. Mais s'identifier à l'adulte, pourquoi pas. Mais si en plus il a un sidekick adolescent, c'est beaucoup plus accessible, ça fait plus rêver. Donc ça, voilà, il y avait aussi cette stratégie marketing, si je peux dire. C'est totalement ça. Enfin, totalement ça. Donc c'est pour ça que les super étaient toujours affublés d'un sidekick ado, enfant. Ça fait rêver les ados qui lisent le truc en se disant waouh, je pourrais être le pote à Captain America. Je suis malheureusement meurtri de penser ça comme ça maintenant, mais on a parlé la dernière émission de Top 10. Et dans Top 10, il y a une histoire autour de sidekick qui se passe très très mal à base de pédophilie et autres. Wow. Et c'est du Alan Moore. Mais vraiment, et ça m'a fait penser à ça, où je me suis dit, oui, il peut pas y avoir de relation. Et en même temps, oui, c'est un souci en fait qu'à chaque fois les sidekicks soient toujours très très jeunes, au point, tu peux faire des jeunes adultes, mais des jeunes comme ça, je trouve ça toujours un peu compliqué. On va en parler. Le sidekick. On va en parler. Avant d'attaquer cette dernière partie, déjà, merci beaucoup à vous deux pour ce focus. C'était très complet.
Je vous rappelle aussi que nous sommes présents sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook avec le Bouya Comics Club, mais aussi Blue Sky, Threads et Instagram, toujours avec le nom Comics Outcast. Et enfin, il y a le Discord du vaisseau Hyper Sans Sas. Si vous avez l'habitude de nous écouter, c'est un peu l'arc-en-ciel de notre communauté. On continue de grandir, on vient d'abord de créer une belle modération, donc n'hésitez pas à venir, on commence à créer tout ça. On est bien ? On va attaquer notre dernière partie ? C'est parti. Allez. Alors, j'adore appuyer sur tous ces boutons. Vraiment, Ça a c'est. l'air de te plaire, hein. c'est Non, mais ma on cam. voit depuis tout à l'heure, il a des Ah, étoiles alors, dans les yeux. Et bah, une deuxième fois. Il recommence du coup, tellement il aime. Voilà, il fallait bien une erreur. Je pensais éteindre ceci. Donc pour conclure ce formidable épisode, nous allons passer au hors les bulles HLB. Donc dans ce dernier segment, on parle des univers de comics, mais hors papier. Il peut s'agir d'un film, d'une exposition, d'un podcast ou d'un membre du VHS qui nous harcèlerait jour et nuit pour chroniquer Young Justice par exemple. Je dis ça comme ça. Oui, c'est bon Gigos, on a compris, on a regardé la première saison de la série Young Justice et nos chroniqueurs se sont régalés, pas vrai ? Qui veut se lancer ? Moi, Totalement. je peux faire la présentation déjà, dire. Ouais, et je bien passe sûr, à- bien sûr. Vas-y. Young Justice, qu'est-ce que c'est pour qui ne connaît pas ? Eh bien, c'est une série animée qui va mettre en scène les sidekicks, justement, de nos super-héros. Donc, c'est en 4 saisons. Il y a 3 saisons disponibles sur Netflix et la 4e est sur Prime. Me demandez pas le pourquoi, le comment. Sa diffusion sur les chaînes en VO aussi était un peu chaotique. Il y en a une partie sur DC Channel, il y en a une partie sur HBO, une partie... bref. Mais anyway, il y a 4 saisons, donc d'à peu près une vingtaine d'épisodes, d'une vingtaine de minutes. Format classique sur des séries animées. On est sur la suite, en termes d'esthétique, c'est toutes les séries qui ont suivi le fameux Batman de Bruce Timm. Même si c'est pas Bruce Timm au dessin, mais on est sur une esthétique qui ressemble avec beaucoup plus de couleurs. C'est une série de 2010. Et voilà, donc si je devais résumer, voilà, les sidekicks font leur propre équipe et s'émancipent des super-héros. Voilà, ils vont prendre leur mission de Batman, ils ne sont pas lâchés dans la nature, ils ont leur propre base, donc ils récupèrent une base des super-héros d'avant. Batman leur assigne des missions, Red Tornado les supervise et c'est Black Canary qui va les entraîner. Ça, c'est le début. Maintenant, bien sûr, il va se passer des choses, on va rencontrer des personnages vont arriver, d'autres vont ressortir, ça va permettre de passer tout le panthéon des super-héros et des sidekicks, on va vous les introduire parfois un peu n'importe comment. Totalement n'importe comment. Voilà, un peu n'importe comment. Il y a des références que j'avais pas, comme par exemple que Miss Martian, c'était la nièce. La nièce de Martian Manhunter. De Ah oui. Martian Manhunter. Ah, ça va loin. C'est pas ça normalement. Enfin, je sais pas. Je suis pas assez connaisseur, mais ouais. Il y a des choses un petit peu hasardeuses, donc, mais ça permet d'introduire tout un panthéon de sidekicks et de héros pas trop connus, dont les licences ne coûtent pas très cher. Et donc, bon, moi, cette chronique, je l'ai intitulée « Et si on tuait le père, mais mal ?» Parce que c'est un peu ça. Au début, voilà, premier épisode, c'est le grand jour. Les sidekicks vont arriver au QG de la Justice League. Et en fait, quelle grosse arnaque, puisque Green Arrow a dit à son sidekick Red. Alors, je sais plus s'il l'appelle Red Arrow ou je sais plus comment il l'appelle dans le truc. C'est Speedy, je crois, son nom. Ouais, mais c'est Red Arrow après. Ouais, c'est Red Arrow. Bon, ouais. au début, c'est Speedy. Il lui dit non, mais en fait, c'est pas la vraie base. Ça, c'est un passage. Nous, notre vraie base, elle est dans l'espace. Nanani, nanana. Et il le dit aux autres. Il dit oui, on nous arnaque, on nous prend pour des gamins, c'est n'importe quoi. Oui, parce que c'est un truc à touristes là où ils vont en fait. Exactement. C'est les touristes qui prennent des photos. C'est pas, Ah ouais, d'accord. c'est Ok. pas du tout la vraie base. Vous nous prenez pour des débutants, vous nous faites pas confiance. Et puis les super qui disent ben non, mais c'est pas qu'on vous fait pas confiance, mais on va y aller petit à petit. Vous êtes débutants, vous êtes des enfants. Nous, il y a une phrase que je trouve très intéressante. Je sais plus si c'est Batman ou Superman qui le dit. Qui dit nous, on a ces logos sur le torse parce qu'on est des cibles. Et vous, on veut pas que vous soyez des cibles. Donc, on va y aller en douceur. Bon, bien sûr, ça leur plaît pas. Il y en a qui se révoltent plus ou moins. Je vous rappelle que ce sont des adolescents. La rébellion, c'est le trait de caractère commun.
Et ils vont quand même réussir à obtenir d'avoir leur propre mission, voilà, de vouloir être pris au sérieux. Donc la Justice League va leur dire très bien, nous on va faire les trucs un peu officiels parce que représente, il y a un peu un côté marketing, une marque de fabrique. Et vous, on vous donnera les missions un peu plus, pas officielles, pas le sale boulot, mais les petits trucs qu'on veut pas faire, quoi. Vous serez nos petits assistants, vous resterez nos petits assistants, nos sidekicks. Et vous ferez vos preuves sur ces missions. Bon, il y en a, ça leur plaît, il y en a, ça leur plaît pas. Red Arrow, Speedy sort du groupe, il dit moi j'en ai marre, je me fais prendre pour un imbécile, je veux ni de votre Justice League ni de votre truc à 2 balles, là je me casse et je fais ma carrière solo. Et Ciao les cons. Ciao les cons, ciao les nazes. Et il devient Red Arrow. Mais on va le retrouver bien plus tard. Chaque épisode va passer sur un des personnages. On découvre rapidement que chaque personnage a un petit secret qu'il cache au groupe. Et là, révélation, comment va se coordonner le groupe. Ça, c'est le truc quand une équipe se crée. Il faut d'abord qu'ils se coordonnent, qu'ils décident qui est le chef. Donc ça va bien prendre 2-3 épisodes. Ensuite, découvrir les secrets. Alors, tes spectateurs et tes spectatrices auront les secrets, mais pas les autres. Donc comment ça va ébranler la confiance de l'équipe vis-à-vis de chaque personnage. Donc ça, pareil, c'est du classique et très téléphoné. Ce que j'en pense j'ai quand même donné mon avis sur cette première saison. Tu as tout regardé ou tu... Non. J'ai regardé jusqu'à la moitié, jusqu'à une révélation sur le sidekick de Aquaman. On va préciser que la première saison, c'est 24 épisodes. C'est vraiment à l'ancienne, quoi. C'est très long. C'est 22 minutes, quoi. C'est très long et ça raconte pas grand-chose. C'est pas intéressant, c'est mal écrit. Alors, c'est pas méprisant, mais c'est un peu écrit pour des débiles. Où oui, on va tel que je vous l'ai dit, les dialogues, c'est quasi ça. Hein. Oui, vous nous prenez pour des imbéciles. Ciao les nazes, je me casse. C'est presque ça les dialogues. Ça va pas très loin. Et c'est pas foufou. Mais bon, au moins, ça permet de présenter un Panthéon pour un plus jeune public. Mais encore une fois, je suis toujours partagée. On peut faire des trucs pour un jeune public et le faire bien, sans les prendre pour des idiots. Et dans cette première saison, c'est un peu écrit on vous prend pour des idiots. Voilà. Ensuite, j'ai commencé à regarder la saison 4, mais je vous en parlerai plus tard. Je vais laisser mes camarades s'exprimer. Oui, alors moi j'ai rien vu, donc ça sera d'accord. Ok. Ouais, alors je pense qu'on est déjà clairement pas à la cible. Je m'attendais quand même à ce qu'au moins on rigole un peu. C'est pas très c'est pas marrant. drôle. Ah, c'est pas très marrant. Ah, il y a quelques petits trucs. Il y a un petit truc c'est justement la nièce de Martian Manhunter. Voilà, qui a un petit gimmick en fait. Quand elle a une idée, en fait, elle fait Hello Megan. Enfin, un espèce de petit cri de. C'est pas drôle. Non, mais enfin vraiment, c'est les seules petites. Mais je suis même pas sûr que les enfants Robin rigolent. Qui est censé être Alors, il y a 2 pendants comiques normalement dans ces groupes-là. C'est Robin, qui a toujours son petit trait d'humour, et comment il s'appelle le Kid Flash. Oui, qui est un peu lourd et tout qui ça, en fait est juste un gros dragueur lourd. Ouais, très lourd. Ouais. Et non, voilà, les personnages sont vraiment insérés hyper maladroitement. Insipide. Ouais, la nièce de Martian Manhunter, je crois que saison 2, il y a le beau-frère de Green Arrow, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, bref. Non, c'est faux. C'est une blague. Mais non, mais vraiment, c'est. Mais déjà, il y a sa nièce dans la saison 1. Oui, c'est vrai que c'est sa nièce. Green Arrow a une nièce. Faux. Enfin, il y a un twist, mais. Bref. Mais non, c'est pas. Même au niveau. Enfin, ouais, non, il y a rien de. T'as pas envie d'aller sur la suite. T'as pas. Enfin, même en étant la cible, j'aurais pas envie de regarder la suite de ce truc-là. Enfin, il y a un petit fil rouge qui se met en place, mais qui met des plombes à se mettre en place. Vraiment, je trouve que, tu sais, sur les espèces de la lumière, ou je sais plus comment ils appellent ça, le truc. La lumière, c'est l'antagoniste. Enfin, c'est un groupuscule de méchants et c'est le principal antagoniste. Ouais. Pour nos auditeurs, on va un petit peu spoiler au moins cette première saison, mais qu'est-ce que c'est vraiment ce fil rouge? Donc en fait, il y a un groupe de super vilains qui organise des. Ouais, voilà, et qui organise des trucs et sur lesquels interviennent à chaque fois justement la Young Justice en fait. Enfin, ils se retrouvent toujours à se mêler de leurs histoires, quoi. À chaque fois qu'il y a un super vilain, à la fin de l'épisode, c'est un peu Dr Gang, tu vois, dans Inspector Gadget. C'est tout à fait ça. À la fin de l'épisode, t'as le méchant qui est dans une salle avec plein de visages en blanc qu'on connaît pas. Qui caresse un chat.
Ouais. C'est presque ça. Même Black Manta, hein, qui s'adresse à ce groupuscule, la lumière, et donc on comprend que tous les super méchants sont à la botte de la lumière. Ok. Voilà. Et alors, ouais. Même Cadmus, tu vois. Et visiblement, il y a. Alors, peut-être. Bon, il y a un traître dans le groupe, apparemment. Donc, voilà. D'accord. On dira pas qui c'est. Bah, c'est la nièce. Parce que je sais pas qui c'est. Ah oui, d'accord. Oui, t'es pas allé aussi loin pour. Non, En fait, chacun pareil, moitié de. Ok. moitié de Chacun saison. d'eux a un secret, et chacun d'eux, une fois qu'on découvre le secret, on peut se dire ah mais ça peut être toi le traître. Donc bien sûr ça va bousculer l'équilibre du groupe qui est déjà pas foufou. Donc Ok. Dans les performances vocales, même alors visuellement, comment c'est visuellement ça ressemble aux séries post-Bruce Timm, hein, sur toute cette saga. Et à un moment donné il y avait eu Justice League. On est sur la même esthétique. Mais l'animation est pas incroyable. Non, le visage de Kid Flash je le trouve absolument affreux. Le Je sais pauvre. pas. Ouais. On a le droit d'être moche, hein. Il y a pas de. Pas de Non mais jugement mal ici. dessiné. Ah d'accord, très bien. On a le droit d'être mal dessiné, hein. Il y a pas de. Ouais, donc au niveau de l'animation, c'est pas dingue. Visuellement, c'est pas dingue. Dans le scénario, c'est pas dingue. C'est pas dingue du tout. C'est pas dingue du tout. Ça m'a l'air d'être une très bonne recommandation de on va la se part de fâcher notre ami avec. Gigos. On va se fâcher avec Gigos. Ouais. Gigos, moi j'adore Jeff. Hein. D'accord, Voilà. très bien. Moi, c'est dit. Mais petit twist. Petit twist. Pour des soucis techniques que je n'expliquerai pas ici. Elle a volé le compte Netflix de quelqu'un, voilà. C'est pas vrai. Donc je me suis dit c'est pas grave, je vais commencer la saison 4 que j'ai sur Prime, et tant pis s'il y a des ellipses. De toute façon vu ce que j'ai vu en première saison, j'en attendais pas grand chose. Et bien écoutez, j'ai été surprise agréablement. Je ne sais pas ce qui se passe entre ce début de saison 1 et ce début de saison 4. Bon, il y a quand même 2 saisons et demie. Il peut s'en passer Il y a des un peu de choses. temps, Hein. Il faut 70 épisodes à peu Il près. faut 70 épisodes. Surtout que ça a commencé en 2010, c'est ça? Ouais. Et la saison 4 est sortie il y a pas longtemps. Ouais, elle est récente. Ouais. Ouais, donc ça fait 15 je ans sais. de série quand même. Ouais, il y a toujours eu des complications sur les renouvellements, même à un moment donné. Est-ce qu'on fait une saison 5, pas saison 5 quand j'ai fait mes devoirs en faisant quelques recherches sur la série, il y avait des pourparlers sur la saison 5, puis finalement non, bon bref. Ok. Donc ça semble compliqué. Donc, sans trop spoiler sur cette saison 4, pareil, j'ai vu les 13 premiers. On va parler d'attrait du pouvoir. Comment font les super quand ils ont des pouvoirs, est-ce qu'ils en abusent ou pas. On le voit déjà un petit peu dans la saison 1 avec Miss Martian Manhunter qui rentre dans la tête des gens, et bon, bref. Et elle cherche les limites, donc on comprend vite que c'est un problème. Ça parle de dépression, de personnages qui sombrent dans la dépression. Il y a énormément d'inclusivité LGBT queer et fou malade, un trouble. Mais pas un trouble juste évoqué, un trouble assumé où on va voir des démonstrations d'affection entre les 3 personnes. Ça alors. Et je me dis, mais comment on est passé de la saison 1 à tout ça, et c'est cool, et j'ai envie de savoir du coup ce qui s'est passé, donc je vais continuer. Seulement la ça saison attire- 4. Ah, Voilà, ça attire ma curiosité, je vais continuer la saison, je vais me débrouiller pour continuer la saison 1 et 2 et 3. Pour comment on en est arrivé là, et je me dis mais c'est hyper intéressant. Enfin, j'ai envie de savoir comment tous ces thèmes abordés. Donc ça semble, faut donner sa chance au produit, j'ai envie de dire. Les premiers épisodes, c'est peut-être qu'on va faire le fameux truc. Oui, mais ça commence à être bien à partir de tant d'épisodes. Voilà, je sais que c'est jamais très très bon conseil, mais vu le grand écart avec ce que j'ai vu du début de la saison 4. Je me dis, ouais, je vais continuer. Moi, j'avais un peu envie de savoir aussi quelle direction allait prendre la relation entre Superman et son clone, du coup, parce qu'il est hyper mal à l'aise d'avoir un clone. Il s'en occupe pas du tout, il s'en préoccupe pas du tout. Et j'aimerais bien savoir ce qui. Ouais, c'est pour ça que je disais, et si on tuait le père, parce que t'as lui, c'est une relation presque père-fils. Oui, sauf que c'est Tous les pas du tout son fils, mais non, c'est son clone, c'est très étrange. Et du coup, voir un peu. Il y a j'aurais du temps, je regarderai, mais. Non, tu veux pas prendre ce temps-là. C'est dur, hein, n'empêche, dans ce genre de série où tu as vraiment l'impression que, même avec ce petit flash-forward de la saison 4, tu as vraiment l'impression que c'est peut-être une série qui est destinée adolescente sans se prendre la tête, juste pour faire du contenu pour du contenu.
Et je pense qu'à un moment, un peu comme on en discutait un petit peu avant, mais Clone Wars, où au début, les premières saisons, c'est exactement ça. T'as l'impression qu'ils font du contenu pour surfer sur la sortie d'un film Star Wars et continuer là-dessus. Mais Et après, après, ça devient bien. Et à un Et moment, après, ils trouvent quoi dire, quoi. Enfin, c'est soit ils trouvent quoi dire, soit il y a des changements d'équipe créative, Ouais. et donc il y a quelque chose Bah comme oui. ça. Ou alors, tout simplement, à un moment, ils se sont dit, mais en fait, on a vraiment envie de raconter quelque chose, et on va y mettre les moyens, quoi. En fait, on a peut-être une petite poule aux œufs d'or, on sait pas. Peut-être que ça deviendra peut-être une des meilleures séries d'ici. Alors, selon Gigo, sûrement. Oui, selon Gigoz, sûrement. Mais ça a l'air en tout cas plutôt agréablement. Vous êtes Cherno a l'air agréablement surprise de la saison 4. Ouais, enfin encore. voilà, pour moi, j'ai vu, on en a vu des séries, comme tu dis, Clone Wars n'est pas un cas unique. Donc oui, je vais quand même continuer de regarder pendant que je fais autre chose. Voilà. En plus, les voix en française, il y a des trucs. Les méchants ont des voix vraiment de méchants des dessins animés, genre des méchants de Inspecteur Ken. Gadget. Ouais, enfin, tu sais, ils ricanent et tout. Enfin, c'est un peu marrant. Ça fait vraiment genre méchant comme dans Ken le survivant, tu sais, où ils ont tous là. C'est le même gars qui fait plusieurs voix un peu différentes. Et toi, Mathieu, tu avais vu aussi en français, c'est ça, en VO et en français. J'ai regardé un peu au début en VO, après je suis passé en français pour voir un peu ce que se donnaient les voix, et puis Ouais. parce que je faisais des trucs un peu en même temps. Ouais. Logique. Donc, Et en français aussi, c'est pas mal. oui, ça se correct. laisse. Moi, je ouais, l'ai ça, regardé c'est en correct. VF, oui. Ok, toi, t'as T'as regardé regardé entièrement tout en tout VF. ouais. Ouais, j'ai vu tout Toi, tu VF. faisais vraiment quelque chose à côté, quoi. Hein Tu faisais vraiment autre chose à côté. Alors, en fait, c'est aussi le ton du truc. C'est pas autant Spider-Man Bleu, je l'ai ouvert, j'étais captivée. Autant ça, tu regardes le début, tu dis ouais, puis après tu sors ton téléphone, puis après tu commences à ranger 2-3 trucs à côté, tu suis en parallèle. Donc de la même façon, je vais quand même continuer à regarder parce que ce grand écart avec la saison 4 m'interpelle. Et vu les thèmes, je me dis si effectivement c'est pour un jeune public, est-ce que la strat c'est pas... Voilà, on vous attire avec un truc un petit peu débile. Et une fois qu'on vous accapare, là on vous parle des vraies choses. Bah oui, mais t'es pas obligé de prendre les gens pour des débiles dès le départ. Donc je continuerai de regarder en faisant autre chose à côté, mais je continue de regarder. Je suis curieuse. Ben, si tu avances assez loin dans Young Justice, je pense que ça pourrait être intéressant d'en reparler ou d'une petite parenthèse pour nous dire ce que tu en as pensé du long. On invite Geekos. Exactement. Et si de toute façon vous voulez parler d'un Robin ou voir un Robin drôle, il y a toujours Teen Titan qui est une des meilleures séries. Ouais. Teen Titan. Celui-là, il est cool. Ça c'est chouette. Pas vu. T'as pas vu Mathieu? Non. Là- L'animation aussi, ouais. Ah là tu vas te régaler. Là Ok. c'est très très Ouais, drôle. le générique et tout, c'est Tout dynamique. Et peut-être qu'on en parlera. Je sais pas Teen si on en a déjà parlé dans un épisode. Je Ça sais m'étonnerait. pas. Ça serait intéressant de sais voir pas. au moins les premières saisons. Merci beaucoup à vous deux pour nous avoir présenté donc cette petite quadrilogie Spider-Man bleu, Daredevil jaune, Hulk gris et Captain America blanc. Merci à vous deux aussi d'avoir parlé de FML, Magic et enfin One World Under Doom. C'est hyper dur à dire. One World. Je me galérais quand je me le disais dans ma tête. Le et monde selon Doom. Voilà. Et merci pour ce hors les bulles sur Young Justice. Merci aussi au Studio 17 de nous accueillir. Merci aux patronautes et aux gens présents sur le Discord en direct pour nous suivre. Merci à vous, auditeurs. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, Charno? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, sur les réseaux sociaux, c'est Chernobog, partout le même pseudo. Et sinon, je chronique pour le site de presse L'Info tout court. L'info tout court. Merci beaucoup. Et toi, Mathieu? Et moi, on peut me retrouver sur le Discord du VHS, El Ramouche, et sur Blue Sky, El Ramouche aussi, pareil. Bah, c'est parfait. Voilà. Merci à vous deux. Merci On à se toi. dit à la prochaine, avec peut-être un peu de chance, une troisième personne si elle ne tombe pas malade. Mais apparemment, on est porteur de virus très, très facilement ici. Peut-être qu'on se les refile, en fait. Exactement. C'est Merci. les bonbons. Merci à Ivan et Walex qui étaient présents sur le Discord. Merci, et les gars. on vous embrasse et on vous dit à la prochaine. Bye Salut. bye. Bye bye, ciao. Fin de transmission.